c'est bon. Et je vous rappelle, parce que je le rappelle à chaque fois, mais il y en a toujours qui viennent me voir en disant ah, j'étais pas là, le 12 machin, je veux rattraper, j'ai une autorisation. Moi, je ne regarde pas l'autorisation. Il y a une vraie autorisation ou une fausse. Je ne vais pas regarder les certificats médicaux. C'est pas mon job. Les quiz, vous pouvez les faire à distance. Il suffit qu'on vous envoie le lien, vous les faites à distance. Si vous êtes empêché, vous ne pouvez pas bouger, vous pouvez le faire le lendemain, le quiz. Il suffit de me le dire, je vous l'ouvre jusqu'au lendemain. Donc, vous pouvez faire les quiz à distance mais il ne se rattrape pas 15 jours après. Et j'ai beau dire ça, il y en a qui viennent 15 jours après, ils me disent ah, j'ai pas pu faire le quiz. Même si vous êtes en séminaire, vous pouvez trouver 5 minutes pour répondre à 5 questions, ça va. Donc, et pareil pour les workshops, si vous n'êtes pas là, faites-vous inscrire par quelqu'un dans votre groupe. S'il y a le nom, si un groupe me donne le nom d'une personne qui n'est pas là, je lui mets la note du groupe. Et pareil, venez pas me voir un mois après en disant mais si j'étais dans le groupe 1, mais ils ne vous l'ont pas dit. Bah, s'ils t'ont oublié, bah, c'est pour ta pomme. Je mets pas de note à ceux qui étaient pas là, ni excusés, ni message, ni insertion dans un groupe existant. Donc, vous avez suffisamment de moyens. Et vous pouvez suivre les cours en replay, vous pouvez les suivre à distance. Je mets suffisamment de moyens à votre disposition pour que vous n'ayez pas de zéro, que un mois après, je rattrape plus les zéros. Vous voyez le délire? C'est clair pour tout le monde? Bon, voilà. Vous avez l'info. Allez, on attaque le cours. À chaque cours, j'aime bien faire un petit truc sur qu'est-ce qui se passe de nouveau dans le monde de la tech. J'appelle ça NFT, le news feed de la tech. Et une petite note supplémentaire, un petit point supplémentaire pour la personne qui connaît ces deux noms. C'est quoi Atlas? C'est quoi Comet? Et ça a un lien. Ah, un petit point supplémentaire qui se profile ici. Il me semble que c'est une IA. Comet, ça fait partie de Perplexity. On est sur la voie, mais c'est pas ça. Vas-y. Là, c'est un bon moteur de recherche d'OpenAI. Non, malheureusement. Comet, on a un navigateur avec Perplexity intégré dedans. Ouais, mais tu me dis pas Atlas. Ah, il faut les deux pour avoir le point. Nobody. Donc, effectivement, vous avez raison. Comet est du côté de Perplexity et Atlas est du côté de OpenAI. Mais ce sont, comme tu l'as dit, des navigateurs, des browsers, et vous avez fait l'énorme erreur, pour certains, de confondre un navigateur et un moteur de recherche. Safari est un navigateur, pour ceux qui ont la chance d'avoir un ordinateur avec une pomme dessus. Safari est un navigateur, c'est un logiciel que vous lancez, et dans ce logiciel, vous pouvez scroller et visiter le web, mais Safari n'est pas un moteur de recherche. DuckDuckGo est un moteur de recherche, mais n'est peut-être pas, il y a peut-être un browser qui a été lancé, mais n'est peut-être pas un browser. Et donc, si ces deux choses sont extrêmement importantes, ça veut dire que deux entreprises majeures de l'écosystème d'intelligence artificielle, au lieu de se contenter de vous fournir des réponses à vos prompts, ou des vidéos à vos prompts, ou des images à vos prompts, vous fournissent un logiciel qui est un navigateur ou un browser. Ne confondez pas un navigateur, browser, c'est la même chose, et moteur de recherche. Vous fournissent un navigateur qui va pouvoir comprendre tous les sites que vous visitez, tous les achats que vous faites, toutes les vidéos que vous regardez. Il va comprendre ça et vous pourrez interroger votre navigateur. Dis-moi, Atlas, j'ai regardé combien de vidéos cette semaine? Tu as regardé 42 vidéos. Dis-moi, Atlas, à quelle date j'ai commandé mon billet de train? Connect SNCF, non, c'est pourri. Trainline, hop, tu as commandé ton billet de train il y a 10 jours. Est-ce que tu peux me commander le retour? Il regarde ce que tu as commandé sur Trainline ou Trainline. Il voit que tu as commandé un Paris-Bordeaux. Le retour, bah, c'est Bordeaux-Paris. Donc, il met Bordeaux-Paris. Si tu lui dis le 14, vers 9 heures, il te fait une proposition, il te met la fiche finale pour payer, tu appuies sur la carte bancaire et tu payes ton retour de Paris-Bordeaux. Donc, avec un navigateur, un browser, c'est synonyme, avec un navigateur, les entreprises d'IA qui se contentaient de fournir des réponses vous fournissent maintenant des agents qui sont capables d'agir comme vous le faites sur un navigateur, de mettre votre login, votre mot de passe, de rentrer, de réserver un truc. Réserve-moi un cours de danse pour vendredi soir, j'ai besoin de me déstresser vers 19 heures, si possible, un truc qui bouge. Alors, si vous n'avez jamais pris de cours de danse, il ne va pas savoir faire. Il va dire, tu veux un cours où, comment, à quel prix particulier. Mais si vous avez déjà
un site sur lequel vous réservez vos cours de danse. Il a vu ce site, il sait que c'est votre truc de cours de danse, il regarde le planning de ce qu'il y a vendredi à 18h et il vous propose le 18h machin, le 19h truc et le 20h machin, lequel je réserve. Ah ben, je préfère celui-là. Hop, il fait la réservation. Là, il n'y a pas besoin de payer parce que vous avez un abonnement. Et il réserve et vous recevez le mail du studio qui vous dit vous êtes bien réservé pour le cours de machin. Donc vous comprenez ce côté et ça s'appelle de l'agentique. Agentique, ça veut dire que l'IA devient exécutant, un agent, comme un agent qui fait des choses, il devient agentique et il exécute des choses que vous faisiez auparavant avec vos 10 doigts sur le navigateur. Donc c'est pour ça que c'est hyper important. Donc désolé, personne n'avait les deux réponses. Il y en avait une pour Comet. C'est toi qui as les Comet, je crois. Moi, j'ai Atlas. Mais il fait aussi office de navigateur et moteur de recherche. Non, non. C'est juste un Atlas, c'est un navigateur. Et après, dans ce navigateur, tu peux ouvrir YouTube, tu peux ouvrir n'importe quoi et ne jamais te servir de l'IA. Et puis, tu as un onglet IA. Et quand tu te connectes sur l'onglet IA, tu vas chez ChatGPT. Mais Atlas, c'est juste le navigateur, c'est juste le logiciel qui te permet d'accéder à… Et si tu es sur Atlas, tu peux très bien aller sur Claude, sur Anthropic, sur Perplexity, sur Grok, qui est une des meilleures IA, sur Manus, qui est une excellente IA, etc. etc. Ouais. Par contre, est-ce que Atlas, genre quand tu tapes ta requête, est-ce qu'elle recherche en ligne? Parce que Comet, il est… Oui, oui. Oui. Il ne fait pas de recherche. C'est pour ça que Comet existe. Comet va rechercher en ligne dans Google. Ou si tu n'aimes pas Google, il va rechercher en ligne dans Bing. Mais il va faire la recherche en ligne, il te fait la même chose qu'un navigateur classique. Ouais. Il n'y a pas de moteur de recherche hors IA. Il n'y a pas de… Si, il y a certaines IA ont leur propre moteur de recherche. Ouais, avant, Google, c'est un moteur de recherche. Oui. Ah, ça l'est? Google, c'est un moteur de recherche. Chrome, c'est un navigateur. C'est là où les choses sont un peu compliquées, parce que Chrome et Google Search appartiennent à Alphabet, qui est la même maison qui s'appelle Google. Mais Chrome, c'est juste un navigateur, et dans Chrome, on peut ouvrir ce qu'on veut, y compris, on peut ouvrir dans Chrome, on peut dire à Chrome, qui appartient à Google, que toutes les recherches, on veut les faire à travers Bing. Donc Chrome, c'est le navigateur, Bing, c'est le moteur de recherche. Mais les deux choses sont vraiment des concepts pas opposés, c'est quand même dans le même domaine. C'est vraiment une erreur lourde de confondre navigateur et moteur de recherche. Donc voilà pour l'actualité. Donc Atlas est sorti il y a 3 jours, je crois. Comet est sorti il y a un petit mois. Ils sont tous les deux en accès libre. Au début, Comet était uniquement pour les Perplexity Pro. Maintenant, vu que OpenAI a sorti Atlas pour tout le monde, ben, Comet est devenu pour tout le monde. Donc tout le monde peut avoir Comet. Et même ceux qui ont Comet peuvent inviter des gens sur Comet et gagner 9 euros je crois 9 dollars, pardon, 9 dollars de recherche sur Perplexity. Donc, parrainez-vous les uns les autres et vous allez… C'est 10 euros, mais pas sur Perplexity, tu peux les référer. Non. Tu peux la tirer? Ouais, tu peux les… Je ne crois pas. Mais ok, peu importe. En tout cas, vous avez un parrainage qui vous permet de faire quelque chose. Il serait dingue de vous autoriser les retirer. C'est possible, j'ai pas fait le test, hein, mais normalement, quand on t'offre 9 euros, c'est 9 euros de crédit à consommer chez Perplexity, qui fait partie de Anthropic. Non, Perplexity fait partie d'Anthropic. Non, Perplexity fait partie de rien du tout. Perplexity, c'est Perplexity. Anthropic, c'est Claude. Ok, voilà pour les petites news de la journée. On ne va pas s'arrêter là-dessus. On attaque le cours d'aujourd'hui. Donc, on est le 3e cours. On fait stratégie, secret sauce et un petit peu de taxinomie. Vous voyez, dans ce cours numéro 3, stratégie, il n'y a pas marqué stratégie digitale. Et je vous le dis depuis le début de l'année, je crois que c'était la 2e ou 3e slide du premier cours. Le mot digital a tendance à disparaître. Parce qu'il ne peut pas y avoir de stratégie non digitale. Admettons une entreprise qui dit non, mais moi je déteste le digital, je ne veux pas faire de stratégie digitale, je fais une stratégie à l'ancienne. Et on va faire des événements où on va recevoir des gens à l'ancienne, on va faire du contact physique à l'ancienne. Comment il invite les gens à son événement? Par email avec une fiche d'inscription sur Internet. Il ne va pas envoyer des courriers papier pour que les gens écrivent leur nom en disant « je veux participer ». Il va envoyer l'invitation sous forme de faire part de mariage aux gens qui veulent venir à l'événement. Donc forcément, il va envoyer des emails. Forcément, quand les gens arrivent à l'événement, ils vont avoir un QR code à donner pour scanner et dire qu'ils sont bien invités. Donc forcément, un truc qui est complètement à l'ancienne, un événement physique,
forcément, il y aura du digital dedans. Donc, on ne peut pas, c'est impossible de faire un événement, de faire une opération marketing qui soit 100% non digital. Donc, le non digital n'existe plus. Donc, comme le non digital n'existe plus, on peut dire que tout est digital. Et donc, comme tout est digital, tout est pas 100% digital. Il y a des choses qui sont digitales, comme le QR code. Le QR code, c'est physique et ça nous emmène dans le monde digital. Mais comme il y a du digital partout, bah, ça sert à rien de repréciser partout stratégie digitale, réseaux sociaux digitaux. Bah, le réseau social, il est digital. Tu as aussi le réseau de tes influences personnelles. Et même les deux questions. Vous pouvez répondre à l'une ou à l'autre, ça vous fera un point de plus pour le quiz, petit challenge. Quelle est la version digitale des bonnes vieilles affiches papier qu'on colle sur les métros, qu'on colle dans les villes? Donc ça, c'est complètement physique. Hein, bien que même pour réserver ces réseaux, il faut passer en digital. Quel est le nom du côté digital, de la version digitale de l'affiche classique? Sur les réseaux, Ouais, c'est pas ça, ça a un nom. le DOH. Oui, bravo, un point de plus, tu viens me voir pour que je te le donne. DOOH. Est-ce qu'en prime, tu sais ce que veut dire DOH? Digital Out of Home. Donc, c'est tous les écrans que vous voyez et qui ne vous appartiennent pas. Votre smartphone, c'est votre écran. Votre laptop, c'est votre écran. Votre télé, c'est votre écran. Donc, ça, c'est pas du DOH. Mais tous les écrans que vous regardez et l'écran ne vous appartient pas, à la pharmacie, chez le médecin, chez Nike, à l'aéroport, dans les gares, dans les villes, etc. Tout écran qui n'est pas le vôtre, c'est du DOOH. Et c'est la version digitale d'une affiche classique. Autre question, pour encore un point. Tu peux gagner les deux. Tu vas finir avec du 22 sur 20, ça m'arrive souvent. Quelle est la version digitale de la télé? La bonne vieille télé hertzienne linéaire qu'on reçoit avec une antenne, avec une fiche coaxiale qu'on met dans la télé. Donc la télé de vos parents, grands-parents, la télé linéaire hertzienne. Ça, c'est la version analogique. Quelle est la version digitale de la télé classique? PTV. Presque ça, c'est pas tout à fait ça. Il n'y a pas que la Pay TV. La Pay TV fait partie de cette grande famille, mais il y a un nom encore plus générique. Personne là? Ça Smart TV. Alors, Smart TV, ça, c'est le device, c'est l'appareil qui est Smart TV ou qui n'est pas Smart TV. Et s'il est Smart TV, d'ailleurs, s'il n'est pas Smart TV, il permet de recevoir la version numérique, la version digitale de la télé classique. PTV. Il y a un peu d'IPTV, c'est un peu ça, mais le vrai nom, ouais. Le streaming, il y a un peu de streaming dedans, mais le vrai nom, c'est CTV. C'est Connected TV. Donc, la télé connectée, c'est la télé qui passe à travers les box. Et cette télé qui passe à travers les box, eh ben, elle donne autant d'informations aux chaînes que lorsque vous scrollez sur Instagram. Est-ce que vous avez aimé ce truc-là? Quel programme vous regardez? Est-ce que vous regardez les infos? Vous regardez la télé à heure fixe? Vous regardez plutôt le sport, plutôt le divertissement, plutôt les chaînes d'infos, plutôt les chaînes payantes, du Pay TV? Vous regardez plutôt ceci, plutôt cela? Mais ils savent tout ça. Et ils vont vous mettre des pubs, et ils mettent déjà, bien sûr, hein, ils connaissent votre profil et ils vous mettent des pubs qui vous correspondent. Si vous avez deux télés avec deux box dans une colocation, bah, les pubs au milieu du football ne seront pas les mêmes sur la télé 1, box 1, que sur la télé 2, box 2. Parce que ce n'est pas le même propriétaire, ce n'est pas les mêmes habitudes. Ouais. On dit c'est pas. Il est connecté avec une box spécifique. C'est ça. C'est ce qu'on appelle les connected TV, et c'est un monde extrêmement complexe qui rentre dans la tech, et c'est un monde extrêmement complexe avec du reprise du linéaire, du replay, vraiment avec plein de choses, mais la CTV est la version numérique de la télé hertzienne classique. Bon, on commence à parler de stratégie un petit peu. Netflix est une des pay TV. On va pas faire le previously de ce qu'on a fait dans les deux premiers cours. Vous vous souvenez de tout ça. On a parlé de positionnement. Le positionnement, c'est quelque chose qui est très facile à comprendre. On choisit une qualité de notre offre et on l'adresse à une seule cible. Tout le monde comprend. Hein, vous avez une offre, elle a 10 qualités. Vous en choisissez une sur les 10. Et vous pourriez envoyer votre offre à 10 cibles, ben vous choisissez une des 10 cibles. Donc, le positionnement, c'est choisir une qualité et l'adresser à une cible. Donc, c'est très facile à comprendre, mais c'est très dur à appliquer parce que dans l'entreprise,
les personnes vous disent toujours, ah, ben c'est dommage de se limiter à la cible 2. Ce serait bien de mettre la cible 3 et la cible 4. Et ce serait bien aussi de dire que on s'adresse pas seulement aux jeunes, mais un peu aux moins jeunes et puis un peu aux générations Y aussi. Génération Y, c'est les vieux d'aujourd'hui. Hein. C'est vos parents, les générations Y. Excusez-moi de les traiter de vieux. Hein. C'est vos parents, les générations Y. Et vous, vous êtes bien sûr Z. Ce serait bien de toucher aussi les Y, et puis pourquoi pas les Y comme ci. Et donc, finalement, on revendique toutes les qualités et on touche toutes les cibles. Donc, c'est très facile de comprendre ce qu'est le positionnement. Tout le monde comprend, tout le monde le sait. Mais c'est super dur à appliquer en entreprise. On a vu la définition la plus courte du marketing. La terre est contente, le client est content et ça fait des euros pour l'entreprise. Ça fera partie du quiz de tout à l'heure, le positionnement. Ici, marketing opérationnel se divise en 26 cases. On fera un travail tout à l'heure sur la taxinomie du marketing digital. Donc, ce sera concentré là-dessus, mais ce sera les 8 cases que vous devrez remplir vous-même. Mais le marketing opérationnel, c'est 26. 3 piliers du digital, la définition du marketing, UX entraîne l'UE, le VUCA, on le fera tout à l'heure, etc. Puis différentes choses que vous connaissez déjà. Donc ça, c'est ce qu'on a fait précédemment pour cours 2. Le cours 1, je ne vous le remontre pas, mais vous pouvez le retrouver facilement dans les slides. Alors, on va attaquer une série, il y en a 5, une série d'informations sur la stratégie et sur la condition d'existence des entreprises. Et on va se poser une première question sur c'est quoi une entreprise? Pourquoi les entreprises existent? Pourquoi les entreprises méritent d'exister? Pourquoi elles méritent de gagner de l'argent? Pourquoi elles méritent de faire du chiffre d'affaires? Et cette, entre guillemets, secret sauce de la stratégie, elle est extrêmement importante à comprendre, et notamment dans l'ordre. C'est pas tellement les thèmes, puisque les thèmes, toute entreprise vous dira qu'elle respecte ces thèmes. Mais c'est pas toute cette entreprise qui respecte les thèmes dans l'ordre où je vais vous les donner. Donc, pour la secret sauce numéro 1, c'est l'ordre qui est important. C'est pas les thèmes, c'est l'ordre. L'ordre, il est 1. Je dis bien 1. Au commencement. Je fais volontairement un truc générique. Des gens ou des entreprises ont des problèmes. Ils sont malades, ils sont pas heureux, les entreprises ne gagnent pas assez d'argent, elles sont pas assurées contre tel risque, elles ont tel problème. Et les gens, alors les jeunes, ils ont tel problème, les moyens jeunes, ils ont tel problème, les autres, ils ont des problèmes. Et donc, on va étudier les problèmes des gens. Si je suis vendeur de sauce tomate en Italie, eh ben, je vais m'intéresser aux problèmes qu'ont les Italiens avec l'accompagnement des pâtes ou avec la sauce tomate, qu'on peut mettre pas seulement dans les pâtes, mais aussi dans des polpettes. Les polpettes, c'est des petites boulettes de veau qui sont avec une sauce tomate. Donc, je vais m'intéresser au dîner, au déjeuner des Italiens, savoir qu'est-ce qu'ils aiment dans la tomate, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas dans la tomate, la difficulté d'avoir la bonne tomate, la difficulté de faire ceci. Je vais m'intéresser aux problèmes des Italiens par rapport à l'accompagnement. Et puis, s'ils disent de la tomate tous les jours, il y en a un peu marre, je vais me lancer dans du pesto. Comme ça, on aura du rouge, du vert, il ne restera plus du blanc, enfin, l'italien. Je m'intéresse aux problèmes. D'abord, je m'intéresse aux problèmes de mon persona. Deuxièmement, j'essaie de solutionner le problème de mon personnage. Il a un problème par rapport à ça, ça et ça. Je vais regarder dans mon catalogue de produits, dans mon catalogue de services, est-ce que j'ai la solution à ça, ça et ça? Admettons que je sois fabricant de tomates en Italie. Les gens disent, il y en a marre d'avoir toujours du rouge, on veut du vert. Ok? Est-ce que j'ai du pesto dans mes sauces aujourd'hui? Non, je fais que de la tomate. Donc, soit je dis, je ne peux pas résoudre le problème de mes clients, soit je dis, je lance un nouveau produit, le pesto vert avec du basilic et des pignons de pain et de l'huile d'olive, et je lance un nouveau produit parce que mes clients ont un problème. Donc, 1, j'étudie les problèmes des gens. 2, j'essaye de les solutionner. Et 3, j'essaye de distribuer ça à l'échelle. Et je vais devenir, pourquoi pas, le champion mondial de la sauce pesto que l'on peut mettre dans 25 recettes. Et je vais publier un livre de recettes que je vais traduire en 15 langues. Et je vais inonder l'Europe et je vais inonder Amérique du Sud, Amérique du Nord avec
plein de recettes au pesto et on va appeler ça le new guacamole et on lance un nouveau truc. Ça, c'est la distribution. Il y a beaucoup d'entreprises qui ne respectent pas cet ordre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font j'ai des produits, j'ai des solutions. Donc, je fais le catalogue de mes solutions. 2, j'essaye de vendre mes solutions et donc j'essaye de montrer aux gens qu'ils ont un problème qu'ils n'avaient pas trouvé et que grâce à mon utilisation de produits, ils vont pouvoir solutionner un problème qu'ils n'avaient pas. Alors, ça marche un petit peu parce que bon, la pub est là pour aider, mais ça marche un petit peu, ça ne va pas marcher beaucoup. Donc, la vraie raison d'être, vous pouvez retenir ça, je vais vous donner un exemple tout de suite un peu choquant. La vraie raison d'être d'une entreprise, c'est de solutionner les problèmes existants de ses clients. Ces clients peuvent être du B2B, peuvent être du B2, on dit souvent B2A ou B2G, Business to Administration ou Business to Government. C'est toutes les entreprises qui vendent aux mairies, aux écoles, aux hôpitaux, etc. Quel que soit votre client, que ce soit une entreprise, une administration, un groupe de personnes, peu importe, premièrement, j'étudie les problèmes. Et l'exemple choquant que je vais vous donner, est-ce que vous connaissez le pays le plus heureux au monde? C'est le Bhoutan. Les Bhoutanais sont hyper heureux. Ils ne sont pas super riches, le niveau moyen n'est pas très élevé, mais ils ont une super santé, ils ont une super sécu, ils ont une super éducation. Ils ont tous un toit qui leur appartient, ils ne sont pas en location, machin chose. Ils sont tous hyper heureux. Ils vivent en famille, en communauté. Il y a un groupe qui fait les lasagnes. On est parti sur l'Italie. Un groupe qui fait les antipastilles. Un groupe qui fait machin. On met en commun et on déjeune, on dîne ensemble. Tout le monde a un boulot. Il n'y a pas de chômage. Tout le monde est heureux. Tu arrives là-dedans et tu leur dis ah, mais moi, je vends du Coca-Cola. Oui, mais moi, je n'en veux pas du Coca-Cola. La grand-mère, elle fait un super thé machin chose. On le boit chaud, on le boit froid. C'est du thé au matcha, du chao kombucha, mais ça ne marchera pas. Qui a entendu ou qui a vu, on ne peut pas le voir encore, mais on peut l'entendre. Couch. Encore? C'est le nouveau Canapé 6 places parce que Canapé 6 places appartient à Spotify. Elle s'est fait un peu avoir dans son contrat il y a 2 ans. Donc, elle était pieds et poings liés avec Spotify qui voulait lui faire 4000 podcasts et tout. Elle a dit, hop là, les gamins, on arrête tout. Elle a récupéré son canapé. Elle a changé le nom, Couch. Et le premier épisode est paru, je crois, hier ou avant-hier. J'ai écouté en venant en vélo. Très sympa. Toujours du Léna, très naturel. Cette nana, elle a un avenir absolument magnifique. Tout comme Magla et tout comme d'autres. Et Squeezie, bien sûr. On va parler de... Non, sans parler de Squeezie. Donc, nos amis bhoutanais, tu leur dis, je lance Uber Eats qui livre des repas à domicile en moins de 30 minutes. Et ils te disent, mais ça correspond à aucun problème. Nous, la nourriture, elle se fait dans la maison, on la partage à 2, 3 familles. Uber Eats n'a aucune chance d'exister parce que ces gens n'ont pas de problème. Et comme ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas envie de nouvelles boissons, ils n'ont pas envie de nouveaux styles de vie, ils sont contents comme ils sont, tu ne peux rien leur vendre. Et si vous regardez ce qu'il y a comme entreprise internationale au Bhoutan, c'est zéro. Tu peux leur proposer une Apple Pay, un iPhone, une carte bancaire avec des billes, machin. Nous, on a de l'argent, on le dépense là, dans la communauté, on n'a pas besoin, on ne va pas à l'étranger, on ne veut pas y aller. Alors, est-ce qu'ils sont un peu reclus sur eux-mêmes? Est-ce qu'ils sont anti-technologie? J'en sais rien. C'est le seul pays au monde qui a un bilan carbone négatif. Ils émettent du carbone. Pardon, ils n'émettent pas. Ils absorbent du carbone. Ils sont plus absorbeurs de carbone que émetteurs de carbone. Le seul pays au monde. Alors, je ne dis pas qu'il faut revenir à un style de vie comme les Bhoutanais. Ça leur correspond à eux. Ça ne vous correspondrait pas, ça ne correspondrait pas, mais juste pour dire, quand les gens n'ont pas de problème, on ne peut rien leur vendre. La raison d'être d'une entreprise, c'est de solutionner des problèmes, pas de créer des produits en espérant, grâce à la pub, que ces produits trouvent preneur. D'abord, on s'interroge aux vrais problèmes des gens. Et là, vous avez une expression un peu complexe, le GTBD, ça veut dire le job to be done. Le job to be done, le job to be done, c'est le vrai pourquoi les gens achètent votre produit. À votre avis, quel est le job to be done des montres connectées?
Moi, j'ai une montre connectée. Hop. Pourquoi j'ai acheté cette montre connectée? Pas pour compter mes pas pour avoir mon rythme cardiaque, pas pour avoir mon taux de glycémie, pas pour avoir mon taux d'oxygène dans le sang, pas pour avoir machin. J'ai acheté cette montre connectée pour me séparer de mon mobile. Oui, là, parce que j'en ai besoin pour avoir l'heure, mais mon mobile n'est pas toujours avec moi. Et je peux passer une journée complète sans regarder mon mobile et sans être sollicité par mon mobile, parce que tout ce qui est important est sur la montre. Et si j'ai un truc important, je le vois sur la montre, je ne travaille pas sur la montre, et après, je vais sur le mobile. Donc, le job to be done, mesdemoiselles, le job to be done d'une montre connectée pour moi, peut-être pas pour vous, hein. Pour vous, c'est faire du sport, pour vous, c'est les calories, pour vous, c'est autre chose. Le job to be done de la montre pour moi, ce que fait réellement la montre connectée pour moi, c'est me désintoxiquer du portable, du scrolling et du temps d'écran que l'on peut avoir. C'est la raison profonde pour laquelle j'achète et je garde depuis des années cette montre connectée. Et une autre personne va dire, moi, la raison de ma montre connectée, c'est qu'elle m'oblige à faire mes 10 000 pas par jour. Et puis une autre personne va dire, moi, ça me permet de mesurer mon sommeil et ça me rassure, machin chose. Et puis d'autres personnes vont dire autre chose. D'autres personnes, c'est la santé, d'autres personnes, c'est peu importe. Chacun son truc. Moi, pour moi, le job to be done d'une montre connectée, c'est ça. Donc, j'avais un problème, l'addiction au portable. Et j'ai trouvé une solution avec les montres connectées pour me déshabituer de cette addiction. Est-ce que on est nombreux à partager cette vision de la montre connectée? J'en sais rien. Je m'en fous un petit peu. Je suis pas vendeur de montre connectée. En tout cas, pour moi, ça marche. Et après, bien sûr, super succès de la montre connectée. J'aime bien rappeler, je l'ai pas encore rappelé, je le dirai la prochaine fois. J'aime bien rappeler qu'il se vend aujourd'hui pour 7 milliards de dollars de montres, enfin pas de montres connectées, d'Apple Watch par an. Donc Apple Watch à lui tout seul est quasiment aussi gros que toute l'industrie horlogère suisse. Avec Rolex en tête, bien sûr, Rolex qui fait 5 milliards de chiffre d'affaires. De montres, oui, mais pas de montres connectées. Mais donc le chiffre d'affaires de Swatch Group, qui comprend bien sûr Swatch, qui comprend Blancpain, qui comprend Omega, qui comprend Vacheron Constantin, qui comprend Blancpain, très belle marque de montre Blancpain, qui comprend tout ça, ils font 2-3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le plus gros dans les montres, c'est Rolex qui fait 5 milliards. Donc Apple Watch à lui tout seul, et si on ajoute les Samsung, si on ajoute les Garmin, si on ajoute les autres, ben, toutes les montres connectées font plus que toutes les montres non connectées. Et quand vous interrogez quelqu'un des montres classiques, il vous dit non, connecté, ça n'a rien à voir avec nous. C'est vrai, ils ne comprennent pas que c'est le même marché, on en parlera une prochaine fois. Donc voilà l'ordre. Maintenant, si vous voulez le détail, ce n'est pas une slide que je vais commenter, je vous la laisse juste pour votre lecture. Tu as aussi une ultra? Non. Moi, c'est trop bien. Tu vois, autre job to be done. Donc, le détail de tout ça, bien sûr, dans le problème, on va étudier le persona, ça fera partie du quiz de tout à l'heure. Le persona, c'est la base de la réflexion sur qui a un problème pour faire quoi. Les problèmes, mesdemoiselles, vous êtes toujours sur votre écran, je ne sais pas ce que vous faites, mais c'est autre chose. Le persona, noté pour le quiz de tout à l'heure, le persona, c'est la base de l'étude des problèmes de nos clients. Le persona pouvant très bien être Paul, et Paul, il est directeur financier d'une entreprise de 100 personnes. Donc, quand on fait du B2B, le persona, et qu'on vend des produits financiers ou d'entreprise, le persona, c'est Paul, il est directeur financier d'une entreprise de 100 personnes, et donc on fait du B2B et on va toucher Paul. Mais quand on touche Paul, on va rien lui vendre à lui, on va vendre à son entreprise. Donc, même quand on fait du B2B, même quand on sert une entreprise, le persona, c'est pas entreprise de 100 personnes. Le persona, c'est toujours Paul, si on fait du financier, ou c'est toujours Johanna, si on fait des RH, et c'est toujours Virginie, si on fait du marketing, parce que Virginie, elle est directrice marketing d'une boîte, le persona, hein, elle n'existe pas, cette Virginie, directrice marketing d'une boîte de 100 personnes, et elle a un rôle, et donc quand on dit persona Virginie, ça veut dire toutes les boîtes de 100 personnes qui ont un budget marketing de, je sais pas quoi, 500 000 euros, on va leur proposer quelque chose. Donc, le persona, qui s'écrit P-E-R-S-O-N-A, il n'y a pas de A-E, il n'y a pas de latin, et vous devrez l'écrire en minuscule, sans P majuscule.
hein, pour avoir les points de ce truc-là, qui est un quiz qui sera auto-noté. Donc, le persona, c'est vraiment l'étude de base des problèmes des clients. Donc, si j'arrive dans une entreprise, je demande à voir les personas. Dans les personas au milieu, en rouge, il doit y avoir marqué tous les besoins, toutes les attentes, toutes les frustrations, tous les problèmes, tous les rêves de ce type de persona. Et après, je regarde ces frustrations, ces rêves et ces trucs, et je compare avec les produits que j'ai en stock. Et je me dis, est-ce que ces produits que j'ai là en stock, est-ce qu'ils peuvent solutionner les problèmes de mon persona? Oui, bah, c'est vite fait. On positionne comme ça. Non, eh bien, je vais inventer des nouveaux produits qui solutionnent ces problèmes. Et quand j'ai fait ça, quand j'ai fait 1 et 2, je suis un solutionneur, je suis un trouveur de solutions, je suis un bon consultant, je suis un bon coach, je suis un bon médecin, je suis un bon ce que vous voulez, mais je ne suis pas riche quand je trouve des solutions. Je ne deviens riche que lorsque je distribue ces solutions à 1000, 2000, 10 000, 100 000, 1 million de personnes, un pays, 2 pays, 3 pays, 10 pays, 80 pays, etc., etc. Donc, c'est que dans la phase de distribution que je deviens riche. Mais je ne peux distribuer que si j'ai les bonnes solutions qui correspondent à des vrais problèmes. Donc, il faut vraiment faire 1, 2, 3. Ce que font beaucoup d'entreprises, c'est qu'ils partent de leur catalogue produit, ils regardent leur catalogue produit, ils disent, alors ce produit-là qu'on a, on va aller le vendre à lui, lui et lui. Ce produit-là, on va le vendre à lui, lui et lui. Et ce service-là, on le réserve à un tel et un tel. Et c'est pas comme ça que ça marche. Donc voilà la première secret sauce, l'ordre. Et retenez bien cette idée-là, une entreprise n'existe. Et vous pouvez vous poser cette question par rapport aux entreprises dans lesquelles vous êtes. Quel véritable problème résout l'entreprise dans laquelle vous bossez? Et est-ce qu'ils ont bien pensé dans ce sens-là? Vous avez, je ne sais pas si vous connaissez, les Business Model Generation de Alexander Osterwalder. C'est un tableau comme ça avec pour étudier le business model de l'entreprise. Eh bien, sur ce modèle-là, on a fait, il existe, c'est pas moi qui l'ai créé, hein, ce qu'on appelle le Lean Canvas, qui reprend la même démarche que je viens de faire. Il y a des problèmes, on trouve des solutions. Avec ces solutions, on fait des propositions de valeur, des offres, des value propositions en anglais. Par les canaux de distribution, on touche les clients. Mais on part bien, le 1, c'est bien, quels sont les problèmes de la cible. Éventuellement, je peux les mesurer par des KPI, etc., etc. Je vous passe les détails. Donc là, vous avez dans les slides plein de trucs. Là, vous l'avez en vierge. Là, vous l'avez en un petit peu plus marrant, différents modèles. Mais c'est toujours pareil. Problème, solution, value proposition, distribution, et on touche les clients. Là, vous avez un exemple sur une application ordinateur pour rester en contact par rapport aux gens qui sont seuls. Et là, vous avez la synthèse. Si on veut aller un peu plus loin, on peut dire qu'il y aurait éventuellement une 4e étape un peu moderne pour introduire un mot très, très pédant qui ne sert pas à grand-chose, mais qui fait bien, qui fait chic. C'est le gros. Beaucoup de boîtes prennent un gros officer, un gros manager. Il est responsable de la croissance. Donc, autant le dire en français. En gros, c'est un vendeur. Juste, il veut pas qu'on l'appelle vendeur, il veut pas qu'on dise qu'il est commercial, donc il dit qu'il est gross manager sur la ville du Mans. En fait, il est représentant au Mans des solutions de l'entreprise. Donc, on appelle ça du gross. C'est une manière de changer un petit peu les choses. Ce qu'il faut bien distinguer, ce que j'ai répété déjà plusieurs fois, c'est la différence entre le techno-push et le market pull. Le techno-push, c'est j'ai des techniques, j'ai des solutions, j'ai des technologies, j'ai des brevets et je veux les pousser dans le marché. Et donc, je vais chercher des gens à qui je peux vendre mes solutions, ce qu'on appelle du techno-push. Moi, c'est très souvent ce que je fais et j'ai honte de le faire, mais je le sais, donc je suis à moitié pardonné. J'aime beaucoup la blockchain. C'est une technologie que je maîtrise bien, que j'aime bien et je connais beaucoup de blockchain et beaucoup d'utilisation de la blockchain. Donc, très souvent, je fais des conférences dans l'entreprise pour leur expliquer ce qu'est la blockchain. Et j'ai envie qu'ils utilisent la blockchain. Qu'est-ce que je fais quand je fais ça? Je m'inquiète pas de leurs problèmes, je m'inquiète pas de s'ils en ont besoin ou pas. J'ai une solution qui s'appelle une technologie, la blockchain, et j'ai envie de la pousser dans tous les circonstances.
Par exemple, je voudrais que vos diplômes soient inscrits sur une blockchain. Je voudrais que les notes des étudiants soient inscrites sur une blockchain. Et quand je dis ça à l'école, ils disent oh bah, on a notre fichier de notes, ça suffit. Et ils ont raison. Moi, je veux imposer ma technologie à tout le monde. Ah, elle est bien, donc elle est bien, elle est intelligente, elle est sympa, sinon je ne m'intéresserai pas. Mais il y a beaucoup de cas où les gens n'ont pas besoin d'une blockchain. Ils ont juste besoin d'une base de données administrée, sécurisée, partagée éventuellement, mais ils ont juste besoin d'une base de données, pas d'une blockchain. Mais j'ai envie d'imposer la blockchain à tout le monde. C'est ce qu'on appelle du techno-push. Et le contraire du techno-push, c'est du market pool. Ben, je demande au marché, à mon client, ce dont il a besoin. Alors, parfois, il aura besoin d'une blockchain, par exemple pour certifier la provenance des sacs de luxe ou des montres de luxe. On a besoin d'une blockchain pour ça. Et donc là, il faut faire la blockchain qui existe déjà. Et pour d'autres choses, on n'a pas du tout besoin d'une blockchain. Pour les diplômes, on aurait besoin d'une blockchain. Ce qui permettrait, avec un simple numéro, un simple QR code, de s'assurer vraiment que les diplômes sont réels. Et donc, les vérifications de CV prendraient 10 secondes. Clic, clic, clic. Ça répond oui, oui, oui. Hop, c'est fini. Ouais. Je suis étonnée puisqu'on m'a toujours appris que pour vendre un service, un produit, il fallait toujours faire du marketing. Et même pour me vendre moi-même, il fallait toujours d'abord s'intéresser à l'autre. C'est ça. Du coup, comment le techno-push, ça pourrait marcher? C'est nul. C'est nul. C'est ce que j'ai dit. Moi, j'essaye d'en faire, mais c'est mauvais. C'est mauvais. Il ne faut pas le faire. Il faut faire du market pool. Donc, tu as bien compris. C'est moi qui me suis mal exprimé si j'ai dit qu'il fallait faire du techno-pool. Donc, il faut faire du market pool. Il faut écouter son marché, de quoi il a besoin, et lui donner ce qu'il a besoin. C'est le fameux, on l'a déjà vu, donc je passe rapidement, c'est la fameuse différence entre marketing de la demande et marketing de l'offre. Là, vous avez le marketing de l'offre. OK, classique. On part du catalogue produit et on vend le catalogue produit. Et là, marketing de la demande, on part du persona, de la carte d'empathie du persona, quels sont les besoins du persona, et puis quels sont ses problèmes, etc. Là, vous savez, j'aime bien faire du name dropping. Vous avez ici Tim Brand, qui est le fondateur d'une matière qui est excellente, qui s'appelle le design thinking, et qui dit la chose suivante, je ne vais pas vous la dire ni vous la traduire, vous comprenez bien vous-même, on doit avant tout faire des choses dont les gens ont réellement besoin. Et c'est tout le principe du design thinking. On va beaucoup étudier comment les gens utilisent les produits. C'est le principe du design thinking. On va beaucoup plus vite sur le deuxième point. Encore une fois, le deuxième point, ce que j'ai dit en un, c'est assez simple et assez logique et assez. Je trouve que ça enfonce un peu des portes ouvertes, mais ça me paraît bien, puisqu'on parle de stratégie, de voir le fondement même de la stratégie. Le fondement même, c'est de résoudre les problèmes. Deuxième élément, c'est encore plus une porte ouverte que j'enfonce, donc je vais aller très très vite, mais c'est bien de vous rappeler ça avant d'entamer la définition de la stratégie et des exemples de stratégie et des stratégies éventuellement plus modernes ou plus digitales. Une entreprise, elle est composée, si on regarde l'organisation de l'entreprise, elle est composée de 3 pôles. Premier pôle, c'est les intrants, les entrants, ce qui rentre dans l'entreprise, donc principalement de la matière première, de l'énergie, des ressources humaines. Donc une entreprise, c'est un bâtiment avec des gens à l'intérieur qui consomment de l'énergie pour faire quelque chose et qui éventuellement achètent des matières premières pour les transformer. Ils achètent du bois, ils achètent du métal, ils transforment le bois, ils transforment le métal et ils livrent des tables. Donc ça, c'est les intrants, ce qui rentre. Après, il y a le processus de fabrication. Comment on fait la table? Est-ce qu'on fait la table en 1 minute ou est-ce qu'on fait la table en 1 jour? Est-ce qu'on fait la table avec 10 contrôles qualité ou est-ce qu'on fait la table avec un processus automatisé et des robots? Est-ce qu'on utilise l'IA pour nous aider à fabriquer le plan et fabriquer tout ça? Quel est le process de fabrication? Et puis, la dernière partie de l'entreprise, c'est ce qui sort, c'est les externalités, c'est les résultats, c'est globalement la rencontre avec le marché et le chiffre d'affaires qu'on fait. Donc, 1, j'ai des entrants, 2, j'ai un process qui fabrique quelque chose, et 3, je vends la chose que j'ai fabriquée. Et alors là, c'est vraiment l'évidence même. Que doit chercher à faire une entreprise? Elle doit chercher à minimiser les 2 premiers postes et à maximiser le 3e poste.
Donc, si au lieu d'acheter pour 10 000 euros de matière première, j'arrive à acheter moins cher, mieux et moins de matière première, avec moins de rejets, avec moins de machin, et j'achète que pour 5 000 euros de matière première, bah, j'ai baissé mes entrants. Si au lieu de bosser avec 200 personnes, je peux bosser grâce à des robots, grâce à des automatismes, je peux bosser avec 50 personnes, bah, j'ai baissé mes entrants. Si au lieu de fabriquer en 3 jours, je fabrique en une Tesla est fabriquée en 30 minutes. Si au lieu de fabriquer une voiture en 3 jours, je la fabrique en 30 minutes, on fabrique une Tesla à la vitesse d'une personne qui marche. Donc on marche à peu près à 5 km/h, grosso modo, ben, sauf toi, mais quand on marche à 5 km/h, ben, la voiture, elle se fabrique à 5 km/h. Donc l'usine est très longue, parce que si vous marchez à côté de la voiture, vous la voyez décarcasser, carcasser, les sièges, les machins, les trucs, les bidules, et au bout des, je sais pas combien, des 3 km d'usine, hop, la voiture, elle est terminée, à la vitesse à laquelle on marche. Donc bah, ça, c'est du process. Bon, il y a des robots, il y a des automatismes, il y a des assistances et tout. Et puis si on arrive à faire de la communication, à avoir une image intéressante, à maximiser le prix des produits, à faire plus de qualité, ben, on vendra plus cher. Donc ça, c'est vraiment un schéma de base, c'est basique, mais ça rentre dans toutes les stratégies. Ça se rapproche un peu de ce qu'on avait vu au tout début, première slide quasiment de l'année. LTV doit être supérieur à CAC. Lifetime value doit être supérieur à coût d'acquisition client. Alors, c'est encore ça, c'est une évidence, hein, que la lifetime value, ce que me rapporte un client pendant toute sa vie d'existence, doit être supérieur au coût d'acquisition que j'ai dû payer pour acquérir ce client. D'accord, c'est une évidence, c'est une platitude, ça c'est stupide. Mais interroger beaucoup d'entreprises en disant bah, quel est votre coût d'acquisition client, ils ne le connaissent pas. Quel est votre lifetime value sur le client, ils ne le connaissent pas. Alors, l'entreprise est profitable au final, donc ils se disent bon, bah, on doit gagner de l'argent, mais ils ne savent pas vraiment comment ils gagnent de l'argent. Et ils ne mesurent pas le coût d'acquisition client, ce qui fait que à certains moments, le coût d'acquisition client monte à des degrés. Un coût d'acquisition en B2B pour certains clients, ça peut monter à 3 000 4 000 euros pour acquérir un client. Donc, avant de faire 3 000 4 000 euros de marge sur la vie du client, bah, il faut vendre autre chose que des pins, des bouteilles d'eau à 20 centimes ou des gourdes à 10 euros. Il faut vendre vraiment des produits très chers. Et souvent, ce n'est pas calculé. C'est pour ça que j'aime bien vous rappeler ces bases-là, parce que vous êtes bien sûr au-dessus de tout ça, parce que vous êtes en fin d'études et vous avez déjà compris tout ça, mais rappeler les bases, ça aide à clarifier les choses. Bon, on passe pas tant dessus, vous avez compris le principe de ça. On passe à une autre secret sauce. Alors ça, j'espère aussi que vous la connaissez déjà. Si vous la connaissez pas, bah, il n'est pas trop tard pour apprendre maintenant. Ça a un nom marrant. Ça s'appelle le TAM, SAM, SOM. Quelqu'un connaît TAM, SAM, SOM, le TAM? Quel est le TAM de votre entreprise? Non. Oups. Bah alors, du coup, maintenant, vous connaissez. Le TAM, c'est le Total Addressable Market. C'est votre marché global. Vous êtes Luxottica, vous vendez des lunettes. Combien de gens dans le monde, parce que Luxottica, je crois, est une boîte mondiale. Je pense qu'ils sont en Afrique, je ne sais pas, mais on va imaginer qu'ils sont en Afrique, qu'ils sont partout dans le monde. Luxottica, Essilor Luxottica, Essilor boîte française et Luxottica italien qui se sont regroupés et qui font aujourd'hui les Meta Ray-Ban et les Meta Display, produits hyper intéressants, on travaillera dessus tout à l'heure. Donc, je suis Essilor Luxottica, je vends donc des lunettes. Quel est mon TAM? Le TAM, c'est le nombre de personnes dans le monde qui peuvent utiliser des lunettes. Soit qu'ils en ont besoin, soit de soleil, soit de confort, soit de ce que tu veux. Le nombre de personnes, donc on est 8 milliards, à votre avis, sur 8 milliards d'êtres humains dans le monde, combien ont besoin de lunettes, de soleil ou de vue? 6 milliards, 8 milliards carrément, tu dis tout le monde? Je suis pas sûr, mettons 6 milliards, j'en sais rien. Peut-être que les nouveau-nés et les personnes très âgées, ils ont moins besoin de lunettes. J'en sais rien. Enfin bon, sur 8 milliards, mettons 6 milliards de personnes. Donc le TAM, c'est 6 milliards. Est-ce que Essilor Luxottica va toucher 6 milliards de personnes? Non, parce que dans les 6 milliards de personnes qui ont besoin du produit, il y en a qui ne peuvent pas se le payer. Il y en a qui sont trop loin d'un magasin, de quoi que ce soit, pour pouvoir... Ils auraient les moyens, mais ils sont trop loin d'un magasin.
Donc, ça ne fonctionne pas. Donc, on passe au SAM, le Serviceable Addressable Market. Donc, Available Market. Donc là, c'est les gens qui sont éventuellement clients potentiels. Et quand on passe à la dernière couche, le Serviceable Obtainable Market, c'est les gens qu'on veut réellement toucher. Donc les gens qui habitent les grandes villes, qui ont 700 € à mettre pour une paire de Meta Display ou 400 € à mettre, je crois que c'est le prix des Meta, des Ray-Ban Meta, ou des lunettes de soleil avec brandé, parce que EssilorLuxottica, leur grande spécialité, c'est de vendre du plastique avec un logo Chanel, machin, truc bidule, et de vendre ce bout de plastique à 200, 300, 400 €. Donc c'est quand même un métier absolument merveilleux. Il n'y a pas une plus grosse rentabilité que chez EssilorLuxottica. Donc, quelles sont les personnes qui peuvent se payer ça? Et donc, on passe aux sommes. Et ça, c'est des notions extrêmement importantes à avoir, de bien distinguer, je vous ai mis le détail ici, de bien distinguer le TAM, le SAM et le SOM. Oui. Alors, il y a une fonction, je vous la donne, qui s'appelle LI5. LI5. LI5, ça veut dire Explain like I'm 5. Et vous pouvez demander à n'importe quel, je ne dis pas que vous avez 5 ans, bien sûr, mais vous pouvez demander à n'importe quel IA qui vous explique, résume-moi le bouquin de Ulrich sur Job to be done, on fera ça tout à l'heure. Il va vous résumer le bouquin en 25 lignes. Flemme de lire 25 lignes, vous tapez juste LI5 et il vous résume ça en 2 paragraphes, comme si vous aviez 5 ans. Vous pouvez essayer sur n'importe quel moteur d'IA. Ça marche sur Grok, ça marche sur ChatGPT, ça marche sur Perplexity, ça marche sur Claude, ça marche sur tout le monde. Vous tapez juste après une explication LI5, LI5, et il vous refait la même explication en très simple. Donc, le TAM, c'est toutes les personnes au monde qui pourraient utiliser votre produit. Ou si vous êtes juste européen, ou si vous êtes juste italien, toutes les personnes en Italie qui peuvent utiliser votre produit. Si vous n'avez pas de bureau en France, en Espagne, en Afrique, ça ne sert à rien de compter les Français, Espagnols et Africains, si vous êtes qu'en Italie. Donc, vous êtes en Italie, toutes les personnes en Italie qui auraient besoin de votre produit, c'est le TAM, Total Addressable Market. Ensuite, toutes les personnes que vous pourriez toucher. Donc, soit qui vont chez un médecin, soit qui achètent des produits à plus de 100 €, soit des personnes qui ont les moyens de se payer des lunettes, etc. Ça, c'est le SAM. Et le SOM, c'est finalement les gens que vous avez sélectionnés comme étant votre cible réelle. Et c'est toujours très intéressant de connaître le TAM, le SAM et le SOM. Pour certaines boîtes, qui existent depuis très longtemps, ils avaient un petit SOM au début, qu'ils ont élargi, et qui fait maintenant la taille du SAM, et qu'ils ont élargi, et maintenant il fait la taille du TAM. Mais c'est très très rare d'avoir des entreprises qui vendent à tout le marché. Généralement, on vend qu'à une partie du marché. Et donc, étudier la taille du TAM, j'ai bien expliqué? Étudier la taille du, c'est un petit peu marrant, du TAM, SAM, SOM, c'est quelque chose d'extrêmement important et ça fait partie des études de base en marketing. Et c'est presque aussi populaire, alors pas chez vous, mais c'est aussi populaire que le SWOT. Quand on fait une analyse, on fait un SWOT. Vous savez tous ce que c'est. Moi, je préfère faire un VUCA, on verra ça tout à l'heure. On fait un SWOT et on fait un TAM, SAM, SOM. Quelle est la cible globale? Alors, peut-être que vous le faisiez déjà, mais vous ne l'appeliez pas comme ça. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc là, il y a des détails. Je vous laisse les lire tranquillement sur les slides. Je ne vais pas tout développer ici. On passe très rapidement à la quatrième secret sauce. Très simple, ça fera partie des bouquins à lire tout à l'heure. De Ulrich qui est Job to be done. Alors, vous avez là, je vous mets un lien sur un article de la HBR, Harvard Business Review. Donc, lisez-le, c'est le fameux Jobs to be done. Pourquoi est-ce que je recrute tel produit pour faire quelque chose chez moi? Qu'est-ce que je veux que le produit fasse? Et ça, c'est le Job to be done. Et si vous connaissez le Job to be done de vos produits, vous savez réellement quelles sont les motivations des gens qui vous achètent.
Ça, c'est vraiment un travail extrêmement enrichissant à faire, extrêmement important, et généralement, on apprend des choses. C'est-à-dire qu'on pensait que les gens nous achetaient pour ça, ça et ça, et puis finalement, il y a une partie de la population qui nous achète pour une raison qu'on n'avait pas imaginée au début. Ce qui peut nous donner des idées de nouveaux produits à lancer qui correspondraient encore mieux à leurs problèmes, puisqu'ils ont un problème, puisque c'est un produit qui va solutionner un de leurs problèmes. Donc, retenez ça, le job to be done. Donc, il y a deux noms importants dans le job to be done. Un qui s'appelle Tony Ulrich, qu'on verra tout à l'heure, et un autre monsieur qui s'appelle Christiansen, qui ont développé cette théorie du job to be done. Il y a plein de vidéos YouTube sur le job to be done. Il y a plein d'ouvrages qui parlent de job to be done. Là, vous avez un article. C'est important de connaître cette théorie parce que souvent, elle peut faire pas mal de choses. Donc, vous avez du texte. Je ne vais pas vous lire le texte. Hein, vous avez du texte. Vous pourrez voir le détail de tout ça tranquillement. Et on passe à la dernière. La dernière est un tout petit peu plus longue. La dernière, Secret Sauce, c'est un tout petit peu plus longue. Elle tient et elle touche au principe de fonctionnement d'une entreprise et principalement, elle se base sur le succès de certaines startups. Est-ce que vous connaissez la plus grosse startup française qui est valorisée aujourd'hui 14 milliards d'euros? Lydia est bien valorisée, mais pas 14 milliards d'euros. Doctolib est bien valorisé. Lydia doit être à 2-3 milliards. Doctolib doit être à 4-5 milliards. Il y en a une qui est valorisée 14. Vous l'avez forcément entendu. Elle vient de s'associer, elle vient d'accepter de l'argent de chez ASML. ASML, c'est la plus grosse boîte européenne liée à l'IA et liée au marché des puces. C'est une boîte néerlandaise. Le L de ASML, ça veut dire lithographie. Et c'est la seule boîte au monde, et elle est européenne, c'est la seule boîte au monde qui sait faire une lithographie de 2 nanomètres. Les autres lithographes savent faire des lithographies de 5, 6, 7, 8, 10 nanomètres. ASML, c'est la seule boîte au monde. La machine vaut 35 millions, je crois. C'est la seule boîte qui sait faire de la lithographie à 2 nanomètres. Et on fait de la lithographie sur des wafers. Les wafers, c'est des plaques de silicium qui sont faites par une boîte grenobloise qui s'appelle Soitec. Vous connaissez Soitec? Non, personne ne connaît Soitec? Si, un petit peu. Donc, ils font des wafers. On met le wafer dans la machine à lithographier de ASML et ASML fait des petits dessins, des lithographies à 2 nanomètres et après, ça devient les puces que l'on achète pour mettre dans les smartphones et ordinateurs. Donc, cette boîte s'appelle Mistral. Mistral est valorisée 14 milliards d'euros. Mistral, c'est une boîte de moins de 200 personnes. Regardez la valorisation de l'entreprise dans laquelle vous bossez. Je suis sûr qu'elle ne fait pas 14 milliards d'euros, sauf si c'est du L'Oréal, du Total, des Kering ou des LVMH. Qui bosse chez LVMH? Personne dans le luxe. Qui bosse chez L'Oréal? Toujours une personne qui bosse chez L'Oréal. Ah, 2 L'Oréaliens. Bien. L'Oréalienne, pardon. Pour vous, c'est plus de 14 milliards, c'est clair. Mais il y a combien de personnes qui bossent chez L'Oréal? 10 000. Combien? 90 000. 90 000 contre Mistral 200. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui fait qu'une boîte de 200 personnes arrive à être valorisée 14 milliards? Eh bien, c'est principalement l'agilité de ces startups, la vitesse à laquelle elles se développent et l'immense potentiel qu'elles nous laissent entrevoir. Donc, aussi bien pour, j'ai pris la plus célèbre, Mistral qui est dans l'IA, mais il y en a plein d'autres, comme Ledger qui est dans la blockchain et les crypto-monnaies, comme certains qui sont dans les marketplaces, j'ai oublié leur nom, Miracle qui est dans les marketplaces, quelqu'un connaît Miracle? C'est des anciens de Grenoble qui ont monté ça, enfin bon, peu importe, ils sont dans les marketplaces, bon, il y a plein de startups qui ont des avenirs absolument géniaux. Et comment ils réussissent ça? C'est là la question et c'est là la réponse. Comment ils réussissent ça? Ils réussissent ça en étant agiles et en faisant ce qu'on appelle du bootstrap. Le bootstrap, pour ceux qui ne connaissent pas le bootstrap, c'est arriver à faire des choses complexes et longues très rapidement et très simplement. En gros, c'est faire avec ce qu'on a sous la main un truc qui n'est pas terrible, mais qui marche quand même. Ça passe. Et vous avez là la théorie la plus importante que j'aimerais vous apprendre aujourd'hui, c'est le better done than perfect.
Tout à l'heure, on va faire des workshops. Je vais vous donner 2 workshops à faire. N'importe quelle personne sensée dira c'est impossible de faire ces 2 trucs en 1 heure. Même un groupe de 5 personnes, c'est impossible tellement c'est compliqué, c'est long, il faudrait réfléchir. Eh bien, on va le faire en 1 heure. Ce ne sera pas parfait. Je sais que ce ne sera pas parfait. Mais on va le faire en 1 heure. C'est le better done than perfect. Le better done than perfect, c'est un mantra, c'est une citation qui vient d'une personne que je voudrais que vous notiez. C'est un rôle modèle de la Silicon Valley. Pour une fois, c'est une femme, c'est pour ça que j'insiste. Pour une fois, c'est une femme, elle s'appelle Sheryl Sandberg. Sandberg. C'était le numéro 2 de Facebook. Donc, Mark Zuckerberg, le fondateur, a embauché très, très tôt Sheryl Sandberg. C'est la numéro 5, 6, 7 des embauches chez Facebook, qui est devenue Meta. Elle est partie depuis 1 an ou 2 de chez Meta, mais c'est elle qui a réellement fabriqué le groupe Meta. C'est elle qui a racheté WhatsApp, c'est elle qui a racheté Instagram, c'est elle qui a fait que Meta, aujourd'hui, est aussi important. Donc, Sheryl Sandberg, et le mot de Sheryl Sandberg, qu'elle répétait toute la journée à ses équipes, qui disait « Ah, mais on n'a pas le temps de faire ça, attendez, vous nous donnez un délai pour dans 10 jours, mais c'est impossible de le faire en 10 jours. » Et son mot, c'est « Better done than perfect ». Donc, il vaut mieux faire les choses, c'est imparfait, mais au moins, c'est fait. Il y en a déjà qui m'ont envoyé des emails dans cette classe. Personne m'a envoyé d'email. Si vous m'envoyez un email, je vous réponds oui, non, ou impossible de vous répondre. Mais je vous réponds tout de suite. J'attends pas 3 jours, 4 jours, 5 jours, et je vous fais pas une réponse. Cher étudiant, ravi que vous posiez cette question. Effectivement, c'est très important. Blablabla, bien à vous, cordialement, belle journée. Non. Tu me poses une question, tu vas avoir la réponse, je te dis oui, je te dis non. Point. Tu me dis quelle est ma note au truc du machin, je te réponds 16. Je ne fais pas de blablabla, 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 blablabla. Ce qui me permet, j'ai votre question, ce qui me permet d'avoir un concept extrêmement important et que je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à appliquer, c'est le concept qui s'appelle du inbox zéro. Et vous pouvez regarder ça sur Internet, c'est documenté très, très, très largement. Ça consiste à avoir une boîte de réception vide 1 fois par semaine. Vous choisissez votre jour, vendredi soir, lundi matin, comme vous voulez, et 1 fois par semaine, vous avez une inbox vide. Attention, hein, vous ne mettez pas tout dans un dossier à faire, ça ne marche pas. Il n'y a pas de dossier à faire, vous avez tout fait, la inbox est vide. Vous avez une question? Oui, la théorie BDTP, elle est aussi très mal lue, non? Alors, par qui? Par beaucoup d'entreprises qui disent c'est difficile à faire. Même peut-être, si je prends l'exemple de vous, vos mails, vous répondez oui ou non, ça peut être quand même par les étudiants ou par les personnes qui reçoivent votre mail. Absolument. C'est-à-dire, en fait, soit ils s'en foutent, soit Oui, je suis répondent. 1000 fois d'accord avec vous. C'est mal vu par certaines personnes. Et par d'autres personnes, c'est bien vu. Alors, j'ai la réponse rapide. Et ma théorie, c'est better done than perfect. Mon mail, il n'est pas parfait, c'est évident, mais au moins, c'est fait. Et je passe à autre chose. Plutôt que de le garder, d'y repenser. Ah oui, il faut que je réponde à cet étudiant, il m'a demandé. Ah oui, ouais. Et du coup, mon cerveau est occupé par des dizaines de choses à faire qui prennent que 3, 4, 5 minutes. Mais quand on a. Vous connaissez, c'est pas la peine que je vous raconte, vous connaissez tous ce système-là, c'est même pas la peine que j'en parle. Donc, je vous invite à vraiment travailler un petit peu. Ça vaut le coup de perdre 1 heure pour comprendre la théorie du inbox zéro et de se dire est-ce que moi, je peux le faire? Et des gens beaucoup plus haut placés que vous et moi y arrivent très, très bien. Si vous envoyez un mail à Xavier Niel, il va recevoir votre mail et il va vous répondre. Parfois très, très vite, parfois 1 semaine après, et la réponse, un peu comme la mienne, alors je ne vais pas dire que je me compare à Xavier Niel, je n'ai pas cette prétention-là, mais la réponse va être très, très, très brutale. Pas intéressé. Même pas bonjour, même pas au revoir, pas intéressé. Ou rendez-vous tel jour. Boum. Enfin, proposition, ne m'oblige pas à venir. Rendez-vous tel jour. OK, rendez-vous tel jour. Ou OK, contactez un tel. Boum. Il n'y a pas de bonjour, merci de m'avoir contacté, j'ai pris un peu les réponses négatives à des offres d'emploi. Merci de nous avoir contacté, nous gardons votre CV. Bien sûr qu'ils ne vont pas le garder, ton CV. Nous gardons votre CV afin de nanana, blablabla. Tout ça, c'est de l'occupation. Une start-up, elle n'a pas le temps, elle a 1 personne au RH. Je viens à votre question. Il y a la start-up, elle a 1 personne au RH et ils doivent embaucher 10 personnes par mois.
Est-ce qu'avec une personne au RH, on a le temps de faire des processus de recrutement, de 10 rendez-vous, de un business case pendant une journée, d'une évaluation des tests psychologiques? Non. Avec une personne au RH qui fait à la fois la formation, les payes, le onboarding et le recrutement, il se passe très, très vite. Tu corresponds, tu me plais, on fait l'essai. Bing, CDI, hop, période d'essai, 6 mois. Et si en 6 mois, on ne sait pas si tu es bon ou mauvais, on ne l'aurait pas plus su dans un processus de recrutement qui casse les pieds à tout le monde, où on doit recevoir le candidat chacun notre tour. Il y a une question? En réalité, enfin, c'est pas applicable dans toute la vie, enfin, dans tous les, c'est parce que les gens sont pas des machines, les gens ressentent des émotions et c'est quand même au marketing, on roste les gens dans le sens du poil pour leur donner exactement ce qu'ils veulent et si on leur répond brutalement, enfin, on fait une réclamation, si on répond oui, non, ça fonctionne pas non plus. D'accord avec vous, ça ne marche pas dans tous les cas. Il y a des process où on doit effectivement répondre d'une certaine manière. Mais pour la majorité des mails que vous recevez, on parlait juste des mails, pour la majorité des mails que vous recevez en tant que mail interne, je vous conseille, regardez la théorie Inbox 0, voyez comment les mails sont classés, comment les mails sont agencés, comment il y a un arbre de décision pour savoir si on répond tout de suite, ou demain ou après-demain, si on l'inclut dans un projet ou pas. Regardez tout ça et ça peut vous éclairer. Enfin, en tout cas, je vous invite vraiment à essayer d'avoir au moins une fois par semaine. Moi, je suis un peu maniaque. Moi, c'est tous les jours. Mais je vous invite pas à me suivre. Mais au moins, la théorie du Inbox 0, c'est une fois par semaine, j'ai une boîte mail vide. Et donc, je fais des formations aux entreprises pour qu'ils arrivent à faire ça. Et ils disent, ah, ben, c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible. Je dis, mais comment vous faites? Parce que les vacances, c'est un très, très bon test. Comment vous faites juste avant de partir de vacances? Ah, ben, juste avant de partir en vacances, effectivement, on liquide tous les mails. Bah, vas-y, si tu sais le faire avant de partir en vacances, tu sais le faire tous les dimanches soirs, ou tous les vendredis soirs, vendredi matin, mercredi, quand tu veux. Tu sais liquider les mails. Donc, tu sais le faire avant de partir en vacances. Bah, pourquoi pas imaginer que tu pars en vacances toutes les semaines? Ce qui est le cas chez Netflix, on peut partir en vacances toutes les semaines si on. Donc, j'avance. Le bootstrap, c'est l'art qu'ont les startups de faire beaucoup de choses, et des choses fantastiques qui sont valorisées plusieurs milliards, de faire beaucoup de choses avec très peu de moyens. C'est ça le bootstrap. Avec comme théorie le fameux better done than perfect. J'espère que vous aurez appris ça. Et tout ça s'appelle de l'agilité. Et encore une fois, la Harvard Business Review nous fait un article sur agilité à l'échelle. Est-ce que l'agilité, qui convient bien aux startups, qui font 10, 20, 30, 50, 100, 200 personnes, est-ce que cette agilité, elle peut être utilisée à l'échelle d'une boîte de 10 000, 20 000, 30 000, 40 000 personnes? Et la réponse que fait la Harvard Business Review, c'est oui, puisqu'il y a plusieurs boîtes aux États-Unis, notamment GE, General Electric, qui arrivent à appliquer les principes de l'agilité. Alors, si vous avez une seconde, juste avant, je vous parle du rasoir d'Occam. Le rasoir d'Occam, c'est une théorie extrêmement intéressante qui consiste à dire quand il y a plusieurs possibilités et qu'on doit décider, la décision, elle est vite prise. On prend la solution la plus simple, la plus rapide, la moins coûteuse. On ne fait pas 2 heures de réunion pour savoir s'il vaut mieux choisir ça ou ça ou ça ou ça. La théorie du rasoir d'Occam, c'est on ne fait pas la réunion. Quand il y a 3 possibilités, on choisit la plus rapide, la plus simple, la moins chère. Et si elle ne marche pas, ben on passe à la deuxième. Et si elle ne marche pas, on passe à la troisième. Mais on ne fait pas de réunion pour décider quelle est la meilleure solution. On applique la théorie du rasoir d'Occam. On fait ce qu'il y a de plus simple. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui gagneraient en efficacité à appliquer cette théorie du rasoir d'Occam, qui est une très très vieille théorie, à appliquer cette théorie du rasoir d'Occam. Ça vous éviterait, mais je pense que vous en avez tous été victimes, des heures et des heures de réunion où on discute pour savoir s'il vaut mieux ça ou plutôt ça, mais moi je pense que ça, et toi tu penses que ça. On a passé plus de temps à discuter de la possibilité ABC que finalement ce que va nous rapporter la solution A, B ou C. Donc il y a un moment, on prend une décision qui est de dire, on prend ce qui est le plus simple. Et puis on voit si ça marche, et bien souvent, ça marche. Donc la Harvard Business Review nous parle d'agilité. Je voudrais vous faire en juste 5 minutes l'explication de ce qu'est l'agilité et de pourquoi c'est extrêmement intéressant.
Donc peut-être dans votre entreprise, vous avez eu des séminaires d'agilité, peut-être qu'à l'école, vous avez eu de la gestion de projet agile, peut-être que vous avez du Scrum, du Lean, du Kanban, du Safe. Enfin bon, il y a plein de manières de voir l'agilité. Je vous explique en 2 minutes la manière de gérer des projets. Donc la manière classique de gestion des projets, c'est ce qu'on appelle la roue de Deming. Peut-être vous connaissez la roue de Deming qui dit PDCA, Plan, Do, Check, Act. C'est une méthode de gestion de projet qu'appliquent toutes les entreprises. Donc, première étape, on planifie le projet, la globalité du projet, il faut un petit mois. Deuxième partie, le do. On simule l'application de cette planification pour voir toutes les implications, toutes les difficultés et tout. Ça dure bien 3 mois. Ensuite, on étudie le résultat de cette première idée. Et si ça marche, alors on l'applique et l'application prend 9 mois. Donc, globalement, dans les boîtes, on a calculé que le PDCA, le cycle PDCA, et après on recommence. Plan, do, check, act, et après on recommence. Donc, globalement, le cycle PDCA prend 18 mois. Attention, regardez tout ce tableau. Voilà ce que fait une start-up en 18 mois. Au lieu de faire un PDCA, elle fait juste 18 PDCA. Et donc, elle dit, moi, le plan, do, check, act, au lieu de le faire en 18 mois, je le fais en 1 mois. On appelle ça un sprint. Je fais un sprint d'1 mois et je fais le plan, do, check, act. Alors, bien sûr, je prends une petite partie du projet. Je ne peux pas faire ce que faisait quelqu'un en 18 mois. Moi, je ne peux pas le faire en 1 mois. Pas possible. Mais si je prends une petite partie du projet, je peux le faire en 1 mois. Et quel est l'intérêt de le faire en 1 mois? C'est que je vais pouvoir montrer à l'utilisateur au bout d'1 mois, dans une réunion de fin de sprint, peu importe, je ne vais pas vous donner tous les noms techniques, je montre à l'utilisateur, voilà ce qu'on a fait en 1 mois. C'est juste une toute petite partie du projet. Qu'est-ce que vous en pensez, les utilisateurs? Alors, l'utilisateur, il regarde, il touche, il dit, bah, ça c'est bien, et ça c'est pas bien. OK. On repart pour un autre sprint, 2e mois, je corrige ce que l'utilisateur m'a dit, et puis j'ajoute une nouvelle fonctionnalité. J'ajoute une nouvelle partie au produit. Dans le 1er mois, j'ai votre question, dans le 1er mois, je fais juste le nom de la marque et le packaging. Et je montre si je fais de la cosmétique, et je montre aux utilisateurs, voilà, le packaging, il serait comme ça, et la marque, elle dirait ça. Ah ben non, mais moi, j'aurais plutôt imaginé quelque chose de plus machin, ou de moins truc, ou de plus solide, ou de moins solide, ou de réutilisable, ou de... OK, d'accord, vous voulez du réutilisable, OK. Hop, on repart, et après, on vous montre la formule. Donc, on vous montre juste le produit lui-même, dans un bac. Ah ben non, moi je trouve que la couleur est pas belle, la texture est trop collante, la texture est trop graisseuse, la texture est trop... ah ben d'accord, on me dit, et on fait 18 itérations, ce qu'on appelle du test and learn, et à force de faire 18 itérations, à la fin, on a le produit parfait. Vous avez une question? Dans la partie check to die, c'est pas là où Dans la partie change to die, c'est pas la partie là où on fait tester un peu. Excusez-moi, dans la partie check. Check and study. Yes. C'est ce qu'on... C'est pas là qu'on fait tester aux clients ou aux consommateurs? Parce que là, c'est au bout de 18 mois. Si, là, on le fait 18 fois, alors que dans la version précédente, on le faisait qu'une fois. Et au lieu de le faire une fois, donc dans 18 mois, on va le faire une fois, ça va durer 1 mois, 2 mois, et on va faire le check ou le study. Dans ce check study, on le fait une fois, là, on le fait 18 fois. Donc 18 fois, on revient vers l'utilisateur. Ça peut être pour un logiciel, ça peut être pour un packaging, ça peut être pour une voiture, ça peut être pour n'importe quoi. La voiture, on va faire tester aux personnes juste le volant. Donc, on n'a pas fait la voiture, on a fait juste le volant. Donc, la personne, comme ça, bouge le volant, on regarde, ah non, je trouve qu'il est trop épais, trop fin, trop... Et puis après, on fait les rétroviseurs, juste les rétroviseurs. On fait tester les rétroviseurs. Tu les bouges comme ça, etc., etc. Donc là, si vous avez compris ça, vous avez compris ce que c'est que l'agilité. L'agilité, c'est pas on part pour 18 mois pour faire le projet et au bout de 18 mois, on livre le projet. L'agilité, c'est je divise mon projet en 18 parties et tous les mois, je livre une partie. Et je te montre la partie et tu me dis ce que tu penses de la partie. Ça s'appelle, il y a plein de versions de ça, ça s'appelle le Scrum. Et je veux juste vous mettre le focus, vous mettre l'éclairage sur un moment du Scrum. Est-ce qu'il y a dans cette salle des gens qui sont PO, Product Owner? Il n'y a pas de Product Owner dans votre boîte. Est-ce que vous connaissez des Product Owners, des PO pour des projets? Non. Donc, le rôle du PO, le rôle du Product Owner, c'est de faire une to-do list. Il fait une to-do list, il dit, voilà, moi, je suis le chef du projet. S'il n'est pas chef du projet, il est Product Owner. Je fais la to-do list de tout ce qui doit être fait pour ce projet.
et attention, c'est là que c'est hyper important, écoutez-moi bien, on réunit les gens qui bossent dans le projet et on leur dit, voilà la to-do list, qu'est-ce que vous, travailleurs, vous voulez faire? Ah ben moi, je veux faire ça, ça et ça, et puis je ferai bien avec un tel qui est bon, je ferai bien ça. Ah ben moi, je veux bien faire ça, ça et ça. Ah ben moi, ok, alors moi, je fais ça, ça et ça. Et le dernier, il dit, bah moi, je fais celui-là, il est super dur, super long, mais je fais ça en un mois. Et donc, écoutez-moi bien, c'est les travailleurs, c'est les équipes qui choisissent leurs tâches pour le sprint à venir d'un mois. Moi, je veux faire de ça, moi, je veux faire de ça, et moi, je veux faire de ça. Ils font ça pendant un mois. À la fin du mois, ils livrent ce qu'ils ont fait. On teste ce qu'ils ont fait. On dit, ah, ben, c'était super, ah, on n'a pas bossé assez vite, ah, il nous manque un designer, il nous manque un nez, il nous manque un ébéniste, il nous manque machin. Hop, on fait venir, tac, et on repart pour un nouveau sprint. Ce qui est super important, c'est ce rôle du product owner qui consiste juste à afficher les tâches et c'est les gens qui choisissent ce qu'ils veulent faire. Si le product owner s'aperçoit qu'il y a une tâche qui doit être faite et que personne ne la choisit jamais, il doit se poser la question de comment il doit diviser cette tâche, comment il doit remarketer cette tâche, comment il doit réexpliquer cette tâche, parce que si personne ne l'a choisie, c'est qu'elle a été mal expliquée. Donc il la redivise, il la recompose, il la renomme, il la retravaille pour essayer de faire en sorte que l'équipe choisisse cette tâche. Et éventuellement, il peut y avoir une discussion en disant cette tâche est importante, pourquoi est-ce que vous ne la prenez pas? Ah ben on la prend pas parce que ça suppose qu'on aille en contact avec tel service, tel truc et tel bilu. C'est un gros bazar, on n'a pas envie de faire ça. Ok, ben du coup le product owner, il va faire venir des gens de ce service-là pour expliquer, pour favoriser, et du coup la tâche sera choisie. Vous comprenez que c'est complètement différent d'une méthode managériale classique où le patron, au début du mois, dit voilà, on a un nouveau projet, c'est ça le nouveau projet, alors vous deux, vous ferez ça, vous deux, vous ferez ça, là, il y a un groupe de 4, vous ferez ça. C'est le contraire de ça. C'est vous qui choisissez les tâches parmi ce qui est fait, les tâches que vous avez envie de faire, et c'est vous qui faites en sorte que votre boulot soit un boulot simple. On a quasiment terminé. Quelques infos encore sur des stratégies modernes, des stratégies digitales. On fera peut-être un workshop là-dessus. L'idée, c'est de vous mettre là sur le tableau les grands types de stratégies qui existent. Mais comme vous le ferez tout à l'heure avec la taxinomie, ça, c'est ma proposition. Mais à l'intérieur de ça, il y a des choses qui manquent. Donc là, il y a une quinzaine de stratégies possibles et il y en a une quinzaine d'autres à trouver. Je vous laisse quelques instants pour lire ces stratégies-là, voir si vous les connaissez ou pas. Si vous connaissez rien, si ce tableau vous dit rien, vous comprenez rien, c'est que vraiment vous avez besoin de beaucoup travailler pour être à niveau. Si vous comprenez la moitié des mots, vous savez à peu près à quoi ça correspond. Pas forcément précisément. Ça veut dire que ça va, vous êtes dans le game digital, dans le game numérique, vous captez. Et si vous trouvez ce qui manque, là, vous avez level up, vous avez glow up, et vous êtes au bon niveau. Qu'est-ce qui manque là-dedans? Il manque la stratégie digitale la plus ancienne qui existe depuis 95-96. Quel est le plus ancien outil digital? Les mails, ce serait juste. Il manque là la stratégie d'emailing. Vous connaissez la boîte VP, vente privée? Ils fonctionnent à 100% par une stratégie d'emailing. Ils sont complètement indépendants de Google. Ils sont complètement que Google les mette en première ou dernière position. Ils n'en ont rien à secouer. Ils ont leur base. Et attention, ils font 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Hein, c'est pas une petite boîte. Hein. 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Stratégie marketing unique. L'email. Point. Ils sont complètement indépendants de Google, ils donnent pas un centime à Google, ils font 0 centime de pub, ils font un peu de réseaux sociaux pour entretenir, mais ils font strictement rien, juste, ils envoient tous les jours un email à 2 millions de personnes, et les gens, quand ils voient ça, ah, il y a telle marque, ils se connectent, ils essaient d'acheter. Ouais. Non, c'est pas du gros hacking, ça peut faire partie, il y a de l'emailing partout, hein. Mais là, je citais l'exemple emailing d'une boîte qui a fait sa stratégie sur l'emailing. Dans le gros hacking, il y a plein de choses, y compris l'emailing, bien sûr. Vous connaissez le SEO? Search Engine, dites bien engine, dites pas autre chose. Search Engine, il y a plein de gens qui se trompent et qui disent à l'American, non, c'est pas bon, c'est Search Engine Optimization.
Le SEO, le SEA, c'est Search Engine Advertising, c'est la pub, l'achat de mots-clés. Le SEO, c'est le référencement naturel sur Google. OK? Le SEO, c'est bien, c'est pas bien? Bien, ouais. Ouais, trafic organique naturel, c'est les bons mots, là, tu as le vocabulaire. C'est sur la traduction, là, avec tout ce qui est IA, etc. Et qu'est-ce qui manque? Le SEO, c'est bien, mais qu'est-ce qui manque au SEO? SEO, c'est être présent sur Google, mais ça ne suffit pas, comme vous l'avez dit. Il faut être aussi présent comme source et comme citation dans les réponses des IA. Et ça s'appelle du GEO, Generative Engine Optimization. Donc là, il manque le GEO. Il manque l'emailing, il manque le GEO, puis il en manque plein d'autres. Donc l'idée, c'est que vous compreniez ces choses-là et que vous voyez à travers tout ça. Là, on va faire un cours sur le content, on va faire un cours sur les plateformes, on va faire un cours sur le inbound, le gros hacking, la servicisation, le SBOT, on n'en parlera pas, mais c'est pas les micro-moments, on va parler des micro-moments. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qu'on abordera dans le cours, c'est les futurs cours, mais vous devez, vous, déjà avoir un œil critique par rapport à ça, savoir à peu près de quoi il s'agit, et c'est en gros une auto-évaluation de votre connaissance du marché. Si vous connaissez tout, bah, c'est génial, vous êtes déjà vraiment dans le digital. Si vraiment ça vous dit rien, c'est un peu dangereux. Alors, venons sur quelque chose de plus scolaire sur la stratégie avec cette citation qui vaut ce qu'elle vaut. Hein. Nos stratégies, nos business. Si vous n'avez pas de stratégie, ben c'est clair que vous allez avoir du mal à faire du chiffre d'affaires, du mal à convaincre vos partenaires. Donc, il faut une stratégie. Donc, ça, je pense que c'est assez clair. Et les stratégies aujourd'hui, je passe rapidement. Ah, intéressant ça. Première définition qu'on voit ensemble de la stratégie, c'est l'art d'atteindre un objectif. Ce que j'aime dans cette définition, c'est qu'elle vous montre bien que avant de rédiger sa stratégie, avant d'avoir une stratégie, il faut déjà avoir un objectif. Donc, si je sors de l'école et que je tourne à droite, à gauche ou en direction du canal de l'eau, qui peut me dire si je prends la bonne direction? Ben, vous ne pouvez pas me dire parce que vous ne savez pas où je vais. Si je vais acheter mon déjeuner chez Franprix, ben, il faut que je traverse. Si je vais prendre le métro, il faut que j'aille à droite. Mais tant que vous ne savez pas ce que je veux faire, vous ne pouvez pas me dire si je prends la bonne direction. C'est pareil pour la stratégie. On ne peut dire si la stratégie est bonne ou mauvaise que lorsqu'on connaît l'objectif et qu'on se dit, ah oui, pour atteindre cet objectif, alors, cette stratégie peut être bonne, peut être indiquée. Donc, avant de faire la stratégie, on fait l'objectif. Deuxième définition qui m'intéresse pour le premier mot, qui est plan. Deuxième définition de la stratégie, c'est un plan qui prévoit l'ensemble des moyens, puis là on retrouve, pour atteindre un objectif. Ce qui m'intéresse dans le mot plan, c'est les trois parties. Vous avez fait des centaines de plans dans votre scolarité, des plans de philo, des plans d'histoire, des plans d'explication de texte, des plans de machin. Vous n'avez jamais fait un plan qui serait introduction, partie 1, conclusion. Vous avez toujours essayé de faire une partie 2, une partie 3. 2 minimum, 3 c'est bien, 4 c'est quand vraiment vous êtes inspiré. Donc la stratégie c'est pareil. La stratégie c'est un plan. Donc qui dit plan dit plusieurs parties. En stratégie on préfère parler de phases, mais peu importe, c'est plusieurs phases. Vous connaissez le plan de philo le plus stupide du monde, mais quand on ne sait vraiment pas quoi faire, on l'utilise. Thèse, antithèse, synthèse. Pour ou contre la peine de mort, bah, thèse, il y a des actes qui méritent quand même la peine de mort. Antithèse, c'est pas bien de tuer les gens. Synthèse, on va faire des peines incompressibles qui seront des espèces de peines de mort sans tuer les gens. Voilà, thèse, antithèse, synthèse, c'est stupide, mais quand on ne sait pas quoi faire d'autre, ça marche. Pour, contre, peut-être d'un coup, peut-être d'un non. Et ben, en business, on a un plan bâtard comme ça, qui est un plan en 3 phases. C'est pas le plus intelligent du monde, c'est pas le plus fin du monde, mais si dans une réunion de projet on vous dit bah tiens on va te confier la gestion de ce projet, quelle est ta stratégie pour ce projet, et que là bah, vous n'avez pas de réponse parce que vraiment vous n'y avez pas pensé, ça tombe comme ça, faut trouver en 10 secondes, et ben moi je vous propose le thèse, antithèse, synthèse pour le business, et il est très simple. C'est préparation, conquête, consolidation. Si on vous dit
quelle est ta stratégie pour le lancement de ce produit qu'on va te confier? Dans un premier temps, on va se préparer, on va regarder les offres concurrentes, on va faire de la business intelligence, on va voir comment on peut fabriquer le produit, on va voir nos fournisseurs, on va recruter des personnes spécialisées là-dedans, on va préparer les entrepôts pour ça, on se prépare. Ça va durer 3 mois. Après, pendant 9 mois, on va aller à l'attaque et on va conquérir des consommateurs, des clients. On va leur expliquer, on va faire patati, patati, patata. Et après, en dernière phase, on va faire une phase de fidélisation, consolidation pour que les clients qu'on a acquis n'aillent pas à la concurrence. C'est stupide, mais ça marche. Si vous ne savez pas quoi dire, préparation, conquête, consolidation, c'est un bon plan stratégique. Vous voyez, il y a trois étapes. Si je vous dis quelle est votre stratégie pour son compte produit, vous n'allez pas dire bon, demain on le lance, on va toucher tout le monde, et puis ce sera terminé dans un an, on aura touché 2 millions de personnes. Ça manque de détails. Oui, mais on ne fait pas comme ça dans la vraie vie. Demain, on ne va pas se mettre à lancer de nouveaux produits. Il faut une réflexion, il faut une préparation. Enfin, on peut faire. Ce n'est pas ce qui est le plus intelligent, je le répète, hein, mais c'est un premier pas. On fait la pause et après la pause, on parle de VUCA. Incertitude se dit uncertainty, d'où le U. C'est une matrice comme le SWOT, sauf qu'elle est beaucoup plus adaptée à l'étude des situations modernes que l'on rencontre avec un taux de modification extrêmement rapide. Donc, VUCA a été inventé dans les années 2010-2015. Encore une fois, c'est un article de la Harvard Business Review. Voilà de quoi est composé le VUCA. Et je vous le fais simple. Voilà la matrice originelle de VUCA dans la Harvard Business Review. Elle est en anglais, elle est un peu compliquée. Je l'ai simplifiée. Et voilà la version que vous devez retenir. Il y a 2 axes. Un axe qui est en noir dans les abscisses, qui est votre connaissance par rapport aux différents domaines de l'entreprise, votre connaissance de la situation actuelle et votre connaissance du passé. Est-ce que vous savez qui sont vos concurrents d'aujourd'hui? Est-ce que vous savez quelles sont les technologies disponibles aujourd'hui? Est-ce que vous savez quels sont les nouveaux modes de recrutement d'aujourd'hui? Est-ce que vous connaissez les nouvelles aspirations de vos clients d'aujourd'hui? Si vous répondez oui, 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 vous savez très très bien où vous êtes, vous connaissez bien votre marché, vous connaissez bien les attentes, vous connaissez bien les concurrents, vous connaissez tout, donc d'aujourd'hui et du passé, ben vous êtes en 10 sur l'axe des abscisses. Si au contraire vous connaissez rien, ben vous êtes à 0, 1, 2 ou 3. À vous d'estimer votre niveau de connaissance. Donc ça, c'est sur le passé et sur les choses actuelles. Si je prends par exemple une technologie comme l'IA, est-ce que dans votre entreprise, on connaît toutes les solutions d'IA qui existent? Est-ce qu'on connaît toutes les solutions d'automatisation des API et de l'IA? Est-ce qu'on sait la différence qu'il y a entre Manus, DeepSeek, Qwen, Llama, Perplexity et, pour citer un autre technique, Grok? Est-ce qu'on connaît les 2 Grok? Grok avec un K et Grok avec un Q. Il y a 2 Grok en IA qui existent. Ils ont des spécificités différentes. Est-ce que vous savez en quoi Mistral est bon et en quoi Mistral est mauvais? Si vous savez tout ça, ben vous êtes à 10 sur l'IA. Très bien, génial. Il y a plein de gens qui savent tout ça. Si vous en savez que la moitié, vous êtes à 5. Si vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire, vous êtes à 1 ou 2. Si vous utilisez que ChatGPT avec le prompt, ben vous êtes à 1 ou 2. Et donc, on va regarder tous les domaines qui nous concernent par rapport à ça. Deuxième axe, l'axe des ordonnées, en rose. L'axe des ordonnées, c'est votre connaissance du futur. Est-ce que vous savez ce qui va se passer demain? Dans certains secteurs, comme l'automobile, on sait assez bien ce qui peut se passer demain. 2035, interdiction des ICE, interdiction des moteurs à combustion, de plus en plus de conduite autonome. Est-ce qu'on arrive? Et la question, conduite autonome, est-ce qu'on arrivera au niveau 5 ou est-ce qu'on arrivera au niveau 3?
À quelle vitesse ça va être régulé par le législateur? À quelle vitesse ça va être autorisé, interdit? Est-ce que le premier mort par conduite automatique en Europe va pas faire un arrêt total de l'interdiction totale de la conduite automatique? Qui le sait? On suppose, on imagine, on pense que, mais on ne sait pas. Donc là, le niveau de connaissance par rapport à la conduite automatique, bah, il est à 4, 5, parce qu'il y a plein d'inconnus qu'on ne maîtrise pas. L'attitude de l'Europe, l'attitude du gouvernement français par rapport à ça, bah, on ne la connaît pas. On peut supposer que. On peut faire un groupe de lobby pour pousser le gouvernement à aller dans le sens qu'on veut, que ce soit le sens de niveau 5 pour tout le monde ou niveau 3 pour tout le monde, peu importe le sens dans lequel on veut progresser, mais on peut influencer, mais on ne sait pas ce qui va nous arriver. Donc là, on a un niveau de connaissance du futur qui est très faible. Et donc, on va placer tous les domaines de l'entreprise par rapport à ces deux axes. Et donc, on va avoir des items qui seront dans la case qui est la plus difficile, c'est l'ambiguïté. L'ambiguïté, on ne sait pas ce qui se passe aujourd'hui et on ne sait pas comment ça va se passer demain. Si je vous parle d'IA, par exemple, vous savez que vous ne savez pas certaines choses sur l'IA. Mais si je vous parle de biomimétisme, vous ne saviez même pas que ça existait, donc vous ne saviez même pas que vous ne savez pas ce qu'est le biomimétisme. Pour certains d'entre vous, heureusement, certains d'entre vous savent ce que c'est que le biomimétisme. Donc, il y a des choses qu'on ne sait pas, et on sait qu'on ne les sait pas, pas de problème. Il y a des choses qu'on ne sait même pas qu'on ne les sait pas. On n'imagine pas que ça existe, donc on les sait encore moins. Et donc, c'est là qu'on va essayer de sortir de la case ambiguïté, c'est la case la plus dure, et la case la plus facile, c'est le V de volatilité. Volatilité, on sait très bien ce qui se passe aujourd'hui, on a bien compris les forces en puissance, on a bien compris les tenants aboutissants, on connaît bien les procédés de fabrication, on connaît bien tout ça, et on sait comment ça va évoluer. Donc là, on est dans la volatilité, c'est-à-dire on sait tout ce qui va se passer, juste on ne sait pas exactement dans quel ordre on va le faire, pourquoi on va le faire, avant qui on va le faire, en concurrence avec qui on va le faire. On est en train de se demander à quel moment on va lancer les choses, lancer les produits, faire des propositions. On sait, mais on est un petit peu en attente, c'est la volatilité. Puis après, complexité et incertitude, deux autres cases différentes. Donc là, la matrice VUCA, c'est la matrice qui complète ou disent certains qui remplace la matrice SWOT qui est beaucoup plus statique. Elle dit on a des forces, on a des faiblesses, ces faiblesses, aujourd'hui, peut-être que ça deviendra une force demain, et les forces, peut-être qu'elles auront des faiblesses. Et c'est une matrice qui est beaucoup plus statique et moins intéressante, à mon avis, que VUCA. Donc, je vous laisse lire les slides là-dessus. Il y a toute une explication, il y a plein d'exemples. Vous pourrez travailler là-dessus. Alors, on se lance dans les workshops. On va répartir les groupes et on va lancer le travail sous forme de workshop. Et à la fin, on fera le fameux quiz qui nous concerne. Juste avant le workshop, quelques bouquins à lire. Vous connaissez ma méthode de lecture. Ma méthode de lecture consiste à ne pas acheter le livre, à ne pas lire le livre, mais à retenir le titre, Job to be done, Job to be done, Job to be done, à retenir le nom de l'auteur, Tony Ulrich, et à retenir la théorie principale là-dedans. Que vous puissiez citer quand c'est utile. Ah ben, là, on est devant un problème. Job to be done. Quel est le job to be done? Ulrich nous dit que le job to be done, c'est la raison profonde qui fait que le client achète notre produit et parfois, on ne la connaît pas. Donc, je vous ai mis un résumé du bouquin. Ce que je veux que vous reteniez, après, si vous êtes passionné par ce bouquin, achetez-le, lisez-le. Pas de problème. Mais moi, je ne vous pousse pas à acheter et lire tous les bouquins. Je vous pousse juste à connaître l'auteur, à connaître le titre, à savoir de quoi ça parle en 2 phrases et à pouvoir le citer, à pouvoir faire des citations, à pouvoir le citer et faire du name dropping en disant « ça, on le connaît, ça sert à ça, est-ce que c'est utile dans le projet que l'on gère aujourd'hui ?» Après, si vous êtes hyper intéressé et que vous avez envie de le lire, allez-y, lisez-le. Mais un simple résumé sur n'importe quel IA suffit largement pour que vous puissiez citer à bon escient le bouquin. Donc là, l'auteur n'est pas très important, mais en fait, la théorie Job to be done, elle est très importante. Là, un auteur qui est très important, qui s'appelle Peter Thiel. Peter Thiel, c'est le grand pote de Elon Musk. Ils ont monté la boîte PayPal ensemble. Ils l'ont revendue à eBay dans les années 2000,
2003, 2004, j'ai plus la date exacte. Ils ont vendu 700 millions d'euros. Ils ont pris 700 millions de dollars. Ils ont pris 350 millions chacun. Avec ces 350 millions, Elon Musk, il a ouvert Tesla, enfin, il a racheté Tesla et il a ouvert SpaceX. Et avec ces 350 millions, Peter Thiel, il s'est dit, je vais faire des bouquins. Il a investi un peu dans quelques startups, mais il bosse plus. Chacun son délire, chacun son truc. Et il a écrit ce bouquin Zero to One, qui dit la chose suivante à retenir. Encore une fois, ne lisez pas ce bouquin, mais retenez Peter Thiel, ça c'est fondamental. Retenez Peter Thiel. Retenez la théorie Zero to One, qui veut dire que c'est très difficile d'aller de 0 à 1 et c'est très facile d'aller de 1 à 2. Aller de 0 à 1, c'est inventer le premier Uber. Taxi réservé comme ça par application, il arrive, on monte dedans, il nous dépose, on a payé automatiquement et tout. C'est très dur de faire le premier Uber. Après, une fois que le premier Uber a été fait, c'est très facile de faire le Uber de la perceuse, le Uber des bateaux, ça s'appelle le click and boat, le Uber des tondeuses à gazon. C'est facile de faire le Uber fois 2, fois 3, fois 4. Le premier Airbnb est dur à faire, aller de 0 à 1. Maintenant que Airbnb existe, c'est super facile de faire le Airbnb du coworking et louer des espaces chez les particuliers pour faire des réunions de travail. C'est aller de 1 à 2, de 1 à 3, de 1 à 4. Ça, c'est très facile. Le 0 à 1 est très important. Et là, il y a deux types de réactions. J'espère que vous avez la réaction que moi j'aime. Ne vous engagez pas dans du 0 à 1. C'est trop compliqué, c'est trop casse-gueule, ça prend trop de temps, c'est trop difficile. Copiez ce qui a déjà été fait de 0 à 1 et dites-vous, nous, comment on peut aller de 1 à 2. De 1 à 2, c'est facile, ça prend pas de temps, ça prend pas de sous, c'est facile à tester et c'est très rapidement rentable. Donc, essayez d'éviter d'aller de 0 à 1. C'est super compliqué, super casse-gueule, il y a un trop gros taux d'échec. Essayez d'aller simplement de 1 à 2 ou de 2 à 3 ou de 3 à 4. Voilà la théorie de Peter Thiel. Et Peter Thiel nous dit aussi une chose intéressante. Tous les projets, toutes les technologies, prenons l'IA par exemple. L'IA, il y a 10 ans, c'était complètement ridicule de penser que quelqu'un allait pouvoir nous répondre aussi bien qu'un prof à toutes nos questions. C'était ridicule de penser ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent l'IA, c'est dangereux. C'est trop dangereux. Ça nous rend plus bêtes, blablabla, blablabla, c'est dangereux, j'entends toute la journée, ça crame la planète et ça nous rend stupides. Et puis, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, je ne sais pas dire quoi, ce sera évident. Donc, toutes les technologies passent par ces 3 phases. Toutes les avancées sociales passent par ces 3 phases. Si je prends aujourd'hui un thème que j'aime beaucoup, qui est le salaire universel, l'idée de dire que toute personne qui naît sur Terre a droit à, je dis n'importe quoi, 1 000 euros par mois pendant toute sa vie, c'est le salaire universel. La société te donne 1 000 euros par mois. Aujourd'hui, tout le monde trouve ça complètement stupide. C'est ridicule. C'est complètement con. Dans quelques années, tout le monde va dire « mais c'est dangereux, si on file 1 000 balles à tout le monde, ils vont pas bosser, ils vont pas faire d'études, ils vont rien faire, ils vont juste se contenter de prendre 1 000 balles. » Et puis peut-être, j'en sais rien, peut-être que dans 10 ans, ce sera évident. Si vous prenez le droit de vote des femmes au 19e siècle, c'est ridicule que les femmes votent. Dans les années 50, c'est dangereux que les femmes votent. Elles vont voter pas pareil que leur mari, c'est dangereux. Et aujourd'hui, qui est-ce qui pourrait dire que le vote des femmes, c'est pas évident? À part les Afghans et les Iraniens, à part ces pays sous-développés socialement, tout le monde trouve que le droit de vote des femmes, c'est même pas la peine d'en parler, tellement c'est évident. Pareil pour la peine de mort, pareil pour plein de choses. Ridicule, au début c'est ridicule, après c'est dangereux. Le train, c'est ridicule. Quand on a inventé le train, vous allez rouler sur des rails, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas aller à droite, à gauche, c'est complètement ridicule votre idée de train. Après, ça a été dangereux, on va mourir à plus de 50 à l'heure. Et aujourd'hui, le train, c'est assez évident. Donc, vous voyez, et l'IA aujourd'hui, on est dans la phase un peu dangereuse. Est-ce que ça passera en évident? Moi, je pense que oui. Après, on verra ce qui se passe après. Et comme on parle de stratégie, on ne peut pas parler de stratégie sans passer par Sun Tzu. Sun Tzu, penseur chinois, moins 600 avant Jésus-Christ, avant Socrate, avant Platon. Alors, on ne dit pas avant Jésus-Christ, pardon, je me suis mal exprimé, avant notre ère, avant Socrate et Platon. Il nous fait l'art de la guerre. Lisez ce petit bouquin, enfin, lisez, ne lisez pas, vous avez compris. Faites-vous faire un résumé de ce bouquin. C'est un bouquin fondamental. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire sur ce cours. On passe maintenant à la partie, à la partie
à la partie workshop. Donc, le 9, le 10 et le 11. Vous vous mettez en groupe, des groupes de 5 personnes ou 6 personnes. Pas 4, pas 3, pas 9, pas 10, pas 12, 5 ou 6 personnes. Et vous faites 9, 10, 11. Je commence par vous expliquer le 11. Le 11, c'est Notion. Je veux que vous utilisiez, pour me répondre à ce workshop, je veux que vous utilisiez le logiciel Notion. Pour ceux qui connaissent, il y en aura un par groupe qui connaît, je suis sûr. Vous ouvrez une nouvelle page, machin. Vous mettez le numéro du groupe. Je vous dirai quel numéro de groupe vous êtes. Vous mettez les gens qui composent ce groupe, machin, machin, machin. Mettez-moi que les noms propres, que les noms de famille. Mettez-moi pas les prénoms, que les noms de famille et classez-les-moi par ordre alphabétique. Ça va me faciliter le travail. Donc, vous mettez groupe numéro machin, les noms de famille, réponse 1, réponse 2, réponse 3 dans la page Notion. Et après, pour ceux qui connaissent Notion, vous allez tout en haut à droite, vous avez un bouton Share, partager. Vous allez dans Partager, et dans Partager, il y a 2 options, et vous choisissez Publier. Vous cliquez sur Publier, et automatiquement, la page que vous venez de faire se transforme en site Internet. Et vous m'envoyez juste le lien de ce site Internet. Moi, je clique sur le lien, j'arrive sur votre page, je vois la composition du groupe, je vois votre réponse 1, 2, 3, et je vous mets une note. OK, ça marche? Vous avez capté le truc? Super. Ça, c'est pour le 11. Donc, le 11, en fait, c'est pas un workshop, c'est juste utiliser un logiciel pour rendre sa copie. Notion, c'est un peu le nouveau Word, tout comme Airtable, c'est le nouveau Excel, tout comme Canva, c'est le nouveau PowerPoint. Donc, il faut apprendre à utiliser les nouveaux outils, parce que franchement, la suite Office, enlevez ça de votre CV. Les gamins de 3e, ils savent déjà se servir de PowerPoint. Donc, mettez pas PowerPoint, c'est vraiment pas c'est comme si vous disiez, je sais bien marcher, et je peux marcher 1 kilomètre, ça tout le monde sait faire, donc même pas la peine de le mettre par rapport à Office. Et si vous mettez Excel, attendez-vous à des questions Excel très, très, très sophistiquées, des TCD, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un TCD, vous n'avez pas le droit de mettre Excel dans votre... Le sujet numéro 9, attention, écoutez bien le briefing. Le sujet numéro 9 est le suivant. Vous avez une vidéo et 4 documents pour vous aider à résoudre le sujet numéro 9. Il est extrêmement complexe. OpenAI a comme patron, écoutez bien, c'est super important, OpenAI a comme patron Sam Altman. Sam Altman s'est mis d'accord avec Johnny Ive. Johnny Ive, c'est le bras droit de Steve Jobs dans les années 2000. Et c'est Johnny Ive qui a fabriqué l'iPod, l'iPhone, l'iPad et l'Apple Watch. Donc le gars, il est assez doué au design. Il est parti de chez Apple quand Steve Jobs est décédé et il a monté une boîte qui s'appelle FromLove. Et donc, depuis 2015, il bosse. Il bosse, mais il fait rien. Il n'y a rien qui sort. Ils réfléchissent, ils réfléchissent, ils réfléchissent, ils réfléchissent. Johnny Ive va montrer à Sam Altman les produits qu'il proposait. Sam Altman a dit « J'achète tout ». Et il a acheté le tout pour 4 milliards. Donc, il a mis 4 milliards dans la poche de Johnny Ive en disant, voilà, 4 milliards, j'achète tous les projets de FromLove. Donc, FromLove est devenu maintenant OpenAI. Et l'objectif, ils ont acheté un nom de domaine qui est extrêmement sympathique, qui s'appelle chat.com, chat.com. Donc, si vous tapez chat.com aujourd'hui, vous arrivez sur ChatGPT. Très bien, on s'en moque. Mais quand ils vont lancer ces nouveaux devices, ces nouveaux appareils, ces nouveaux produits, ils vont utiliser le site chat.com. Et quand vous allez taper chat.com, vous allez arriver sur une page, je ne sais pas laquelle, à vous de l'inventer, où il y aura les 7 produits que OpenAI veut vendre. OpenAI veut devenir le Apple. Apple vend des produits. OpenAI vend des logiciels. Et ce que veut faire OpenAI, OpenAI veut devenir un vendeur de devices, un vendeur d'appareils, un vendeur de produits. Et ces produits, ça va pas être des caméras, ça peut être des caméras aussi, ça va pas être ça va être des trucs qui vont nous permettre d'interagir avec l'IA. Donc ça va être des IHM, interface homme-machine. Nous, on est les hommes, la machine, c'est l'IA. Aujourd'hui, comment est-ce que vous interrogez l'IA? En faisant un prompt dans un logiciel. Eh bien, Johnny Ive va inventer je ne sais pas quoi, et c'est à vous de deviner, personne ne sait. Donc là, vous avez dans les articles des petites suppositions, mais je vous laisse regarder ça. Johnny Ive a inventé des objets qui vont nous permettre d'interroger l'IA comme ça, tac, 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 sans prendre le téléphone pour faire blablabla ou sans prendre le téléphone pour dire ChatGPT, dis-moi où est le métro le plus proche.
Donc, sans téléphone, Johnny Ive dit qu'on a une maladie par rapport aux écrans. Donc, il y aura des produits, dans les 7 produits, il y aura des produits avec écran, d'autres sans écran. On n'en sait pas plus. Et je vous demande d'inventer ces nouvelles interfaces homme-machine pour interroger l'IA. Sujet super compliqué. Personne n'a la réponse. Donc, vous allez imaginer déjà, donc le premier sur votre page Notion, le premier point, c'est réaliser une enquête concurrentielle, une étude concurrentielle pour savoir ce que fait Meta, ce que fait Google et ce que fait Samsung. Samsung a lancé hier soir un casque Galaxy de réalité augmentée, très intéressant pour interroger l'IA. Donc, que font les autres? Je vous donne la réponse tout de suite. Meta fait des lunettes, 2 types de lunettes. Google fait des pixels. Et Samsung fait des casques de réalité virtuelle. Et Apple fait aussi un Vision Pro, et il y a aussi Siri. Donc voilà la réponse 2, vous l'avez, il suffit de mettre entendre ce que je viens de dire. Réponse 3, imaginez le site de vente de chat.com, ou chat.com, qui va vendre les produits que vous allez imaginer. Donc il y a 7 produits, si vous n'en trouvez que 5, c'est pas grave, entre 5 et 7 produits, ChatGPT, OpenAI, va lancer 7 produits qui vont nous servir à dialoguer, je ne peux pas vous en dire plus parce que je n'ai pas bien compris moi-même ce que c'était, qui vont nous servir à dialoguer avec l'IA, qui vont nous servir à interroger l'IA. À vous de les imaginer. Et vous les mettez dans cette page-là, et une fois qu'elle sera publiée, je pourrai, moi, m'y intéresser. Et puis, deuxième sujet, ça c'est le 9 et le 10, c'est la taxinomie. Vous cliquez sur ce lien, vous arrivez sur une taxinomie que j'ai faite du marketing digital, donc on va le faire, hop. Une taxinomie du marketing digital. Vous ouvrez un compte sur ce logiciel-là qui s'appelle Whimsical. Whimsical en anglais, ça veut dire capricieux. Vous cliquez sur ce petit bouton ici. Vous copiez mon schéma dans votre espace pour pouvoir le modifier. Et je vous demande, j'ai une personne qui est, bravo. Je vous demande, comment il s'appelle? Clémentine, bravo Clémentine, super rapide. C'est qui Clémentine? Bravo. Et je vous demande de modifier cette taxinomie pour qu'elle corresponde, c'est super simple, hein, pour qu'elle corresponde à votre vision du marketing digital. Donc, est-ce que dans votre vision du marketing digital, il y a le Web 3? Non, supprimez-moi cette case. Est-ce qu'il y a le Web 2? Non, supprimez-moi. Et je vais vous compter 1 point par objet supprimé et 1 point par objet ajouté. Donc, vous me supprimez ça, ça vous fait déjà 5 points. Alors, suppression justifiée et judicieuse. Là, on retrouve ici Web3. Vous me supprimez, ça fait 6. Vous regardez dans ces différentes choses, est-ce qu'il y a les éléments auxquels vous pensez quand on vous dit marketing digital? Est-ce qu'il y a tel élément dont on parle tous les jours? Donc, j'ai parlé dans ce cours déjà, aujourd'hui, j'ai parlé de 3 éléments qui ne sont pas là-dedans. Dans les cours précédents, j'ai parlé de 4-5 éléments qui ne sont pas là-dedans. Donc, je vais vous demander d'ajouter ces éléments. Pour ajouter ces uns, vous mettez ici au milieu, vous faites entrer, ça crée une nouvelle branche. Et dans cette nouvelle branche, vous mettez, voilà le nouvel élément. Et donc, 1 point par ajout, 1 point par suppression. Vous me supprimez 10 trucs.